Il se passe toujours quelque chose sur le plateau du Grand Talk. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Petit jeu de chaises musicales parce que monsieur Alain Toussaint a gardé ses fiches. On est très heureux d'être en votre compagnie, content de savoir que vous êtes là. Fidèles et nombreux comme tous les soirs devant vos différents postes de télévision et même vos téléphones et vos ordinateurs pour regarder le rendez-vous du Grand Talk. Et ce soir, je suis très heureux de vous annoncer celle après qui vous demandiez hier. Eh bien, Rayana Assi. Bonsoir Rayana, comment ça va? Bonsoir Brice. Vous avez manqué aux téléspectateurs hier. C'est vrai, ça fait très plaisir quand même d'entendre ça. De savoir qu'on manque aux gens. Oui, franchement, ça fait plaisir. Oui. De temps en temps, vous faites des disparitions, tu peux savoir si vous manquez aux gens. Ouais, pour voir un peu, pour voir si on m'aime bien. Apparemment, ça va quand même, ça va. Donc vous avez eu votre hommage à titre encube. Daouda Sa Majesté, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez beaucoup de fans sur nos pages des réseaux sociaux. Oh oui, et moi aussi je les adore. C'était quoi, c'était Roger Kahn, que j'adore. C'est un grand fan. Titi Elogne, que je salue. Vous les connaissez personnellement maintenant? Non, je connais leur nom. Tu sais, à force de se faire... Voilà, c'est des amis particuliers Des amis particuliers. Tout ce que Daouda a dit, on dit ça fou. Non, mais il y avait une là, Lou, quelque chose là. Jennifer Lou, que je salue au passage. Jennifer, ça fait 2 jours, il faut que je t'appelle après. Et moi, j'ai toujours pas compris, c'est quoi leur relation en fait? Il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. C'est juste, je crois qu'elle est fan, juste fan. Voilà. Pas fan. C'est différent. Moi, je suis curieuse de savoir, quand tu fais ça, c'est pourquoi? Parce que c'est un symbole qui est proche. Rayana Assi va vous expliquer le principe de la salutation. Ouais. Allez-y, très cher. Alors, le principe de la salutation ici, c'est qu'on ne parle pas pendant qu'on salue d'autres personnes parce que ça oblige les caméras à venir sur vous alors que vous n'avez pas encore salué. Et je vais continuer à poser la question. Qu'est-ce que ça signifie? D'accord. En fait, ce V-là, ça veut dire c'est le V de la victoire. Même s'il se rapproche du parti de la Rose Rouge, je pense que j'ai un nom, Daouda, qui veut dire le roi David, en fait. Okay. Donc, je pense que le roi David a eu une bonne destinée, une longue vie. Il y a beaucoup d'obstacles. Merci. Donc, du coup, le V de la victoire. Vous avez choisi que Daouda ce soit David, ça aurait pu être Didier? Non. Daouda... Oui, parce que Daouda a 2D, Didier a 2D. Mais vous avez choisi que ce soit David et 2D aussi. Mais bon, voilà, on choisit. Non, mais le Daouda, pour la précision, Daouda en Djoula, ça veut dire porte. Da, c'est porte. Donc, Daouda. Et c'est pour cette raison que ma mère m'a dit, n'importe quelle porte que tu frapperas, cette porte va s'ouvrir devant toi. Ah, c'est ça qui est Daouda. Daouda. Porte. Voilà. Ça ne veut pas dire aussi que vous allez passer d'une porte à une autre. Non, mais ça veut dire que toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. Très bien. Daouda. C'est bien. Élisée, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien. Alors vous, Élisée, votre prénom, il est biblique. Ouais. Voilà. C'est un nom prophétique d'ailleurs. Voilà. Élisée qui a reçu la double portion. La double portion, voilà, Daouda. Du prophète Élie, voilà. C'est une histoire connue dans la Bible. Il suffit juste de lire le livre de 2 Rois. Oui. Voilà, il parle exactement de l'histoire du prophète Élisée, qui a été un des prophètes qui a marqué l'histoire de la Bible en tout cas. Voilà. Merci Élisée, franchement, ça fait plaisir. Madame Edith Boubleu, comment allez-vous? Non, non, c'est les couleurs, c'est juste les couleurs. Voilà, c'est les couleurs. Madame Bleu, très fleurie. Tout le monde sait que c'est les couleurs. Voilà, très fleurie. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va. Et toi-même? Comment vous sentez les 1er novembre? Ben, ça va, comme une forme de résurrection. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est juste ma fête, hein. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est juste la fête. Voilà. En tout cas, me concernant, je me dis bonsoir à moi. Bonsoir Brice. Bonsoir. Salut Brice. Bonsoir les amis, bonsoir. Comment tu vas? Ça va très très bien. Je vais très très bien. Et je voulais dire, moi, bonsoir et surtout félicitations particulièrement ce soir à des personnes qui, une institution, je ne sais pas comment dire ça, mais ouais, je veux dire un établissement sanitaire, la clinique Procréa, hein, qui nous regarde. J'y étais il n'y a pas longtemps, ils nous regardent et magnifique. Qui s'y est rendu récemment? Personne? Je passe souvent devant l'infrastructure, c'est magnifique. Bah oui, non, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Bah, c'est une clinique, il y a de la maternité, il ils y aident a un laboratoire. Voilà, c'est ça. qui ont des difficultés. C'est magnifique. Ouais. On sait que le désir voilà, de ils aident à la maternité... procréation, moi je trouve que c'est... Mais en plus, il faut voir les infrastructures, c'est un tout nouveau bâtiment à l'intérieur, avec des infrastructures modernes et surtout... voilà, et un personnel de qualité. Je dis bonsoir au docteur Léon B. Voilà, c'est mon gars. Élisée Boulibou, salut 4 policiers, si vous n'avez rien demandé. Ça, c'est un vrai spot. Bon, allez les amis. Ah oui. À ce propos, allez, ma grande révision à présent avec une vidéo. Regardez, vous m'en direz des nouvelles, c'est sûr. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais. Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étais dernier au CP1. Quand on me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier.
Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis 2 ans pour comprendre le français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé 2 fois. Vous voyez. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Voilà une vidéo, bravo. Voilà une vidéo. Une vidéo témoignage. Dans mon église, on aurait dit que c'est un vrai témoignage. Les premiers seront les derniers. Ça, c'est vraiment la parole biblique qu'on a associée à cette... les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Oui, mais non, forcément, si les derniers seront les premiers... C'est que les premiers seront les premiers seront quoi? Derniers. Bon, alors, pour la petite histoire, eh bien, le Premier ministre, avant de ce qu'on a vu, a expliqué que, le Premier ministre Patrick Hachi, qu'au CP1, eh bien, il était dernier de sa classe. Au CP1, au CP2. Et au CP2. Et au CP2 aussi. Oui, déjà, il est bon de situer un peu le contexte dans lequel le Premier ministre s'exprimait. C'était face à la jeunesse, au lancement d'un programme d'apprentissage et de formation à l'endroit de la jeunesse et autres en vue de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est une passerelle vraiment que le gouvernement veut offrir aux jeunes qui ne sont forcément pas allés loin dans les études, qui n'ont forcément pas pu bénéficier en tout cas des hautes et longues études. Donc c'est une passerelle voilà, que l'État a créée. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faisait ce témoignage. Mais on note une chose qu'il dit, c'est plein d'enseignements en fait. C'est vraiment plein d'enseignements. Je sais que sur 29 millions d'Ivoiriens, je ne pense pas même que 28 millions savent que le Premier ministre, quand il était au CP1, a redoublé, a fait 2 fois le CP1. Il était dernier, non. Il était dernier. Non, c'est ça. Il a même dit qu'il était pas redoublé, le triplé. C'est pas juste redoublé, mais il était dernier. Voilà, donc je pense que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Très souvent, quand on voit des personnalités à un certain niveau, on pense que c'est quelque chose qui a été fait du jour au lendemain, alors que c'est souvent des chemins parcourus. Moi, je me rappelle, c'est vrai qu'il n'a pas été très long dans ce témoignage, mais je me souviens de ce témoignage lorsqu'on était à la rentrée scolaire au collège moderne à Mondi. Il a même allé plus loin, il a même repris des classes au secondaire. Donc vraiment, ça n'a pas été un parcours comme un fleuve tranquille, mais ça n'a pas empêché aujourd'hui qu'il devienne Premier ministre. Et je pense que nous tous ici, sur le plateau, on peut s'accorder quand même sur ses qualités, des qualités de travailleur, ses qualités de bosseur quand même. Voilà, de là où il est, c'est quand même mérité quelque part. C'est vraiment pas voilà, tout donné. Donc je crois que c'est un enseignement qu'il nous donne. Il faut de la négation. On peut chuter pendant le trajet, mais il faut toujours avoir le courage de se relever et puis avancer. Vraiment, après cette prédication, je pense qu'on ne peut que demander à la chorale de chanter. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a tout dit. a tout dit. Franchement, on a une petite question. C'était Je plante le contexte, je plante le contexte. Développé, assis et terminé. Conclusion. Bon, après ça, nous... On peut dire quoi? On dit quoi? Alain? Non, juste dire que Ah, c'était ça, un c'est très beau message de motivation. Moi, je l'ai trouvé émouvant parce qu'il a traduit à travers son passé, son expérience, les difficultés qu'éprouvent les enfants, les plus jeunes qui vont à l'école, que ce soit au primaire ou au secondaire. Les enfants ont toujours, très souvent, un parcours chaotique. Et puis, au bout de 2-3 années, ils peuvent se reprendre. Voilà. Il a parlé d'acclimatation, il arrivait du village, il découvre la vie, il est dans un autre milieu, il faut apprendre une langue, ce n'est pas toujours facile. Mais comme tous les enfants du monde, il a toujours cette capacité de s'adapter dans le milieu où on est, comme on dit, projeté. Oui, en tout cas, bravo à lui. Franchement, ça mériterait de figurer dans un livre quand même de motivation. Ce témoignage, c'est quelqu'un de très humain. À chaque sortie, il y a quand même quelqu'un qui arrive à se reconnaître dans ce qu'il dit, qui arrive à s'identifier à lui. Et ça, c'est très important de savoir qu'au plus haut niveau de l'autorité ou de la gouvernance, on a des personnes qui nous ressemblent finalement et qui ont eu notre parcours. C'est très important pour J'ai l'impression que ceux qui étaient à la tête, en général, c'était des gens qui avaient fait des études à des maths. niveaux. Mais là, j'imagine... Mais ça ne l'a pas empêché Mais en fait, c'est cette vulnérabilité. Sur le sujet. C'est cette vulnérabilité aussi, on en parlait, qu'on veut voir chez les hommes politiques en général. C'est vrai qu'ils montrent une cuirasse, une armure, mais savoir que même le Premier ministre, avec son parcours inspirant, en tout cas, son background, avec des fragilités. Il présente ses fragilités. Il montre en fait que même quand on a eu des échecs répétitifs, dans la vie, c'est pas ça qui nous détermine en fait finalement. En fait, moi, ce que j'aimerais dire concernant ça, il a montré qu'on peut partir des zéros pour devenir un héros demain. Mais au-delà de ça, comme Edith et moi on en parlait en off, idéalement en fait, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les grands hommes en fait arrivent à un moment descendent de leur tour d'ivoire
pour qu'on puisse voir qu'au-delà de tout, ils ont des faiblesses. Et ces faiblesses, au moins, souvent, ça attire la sympathie des gens et ça fait qu'on les connaît mieux et on va mieux les maîtriser. Il faut qu'ils parlent plus de leurs échecs. Parce qu'en réalité, il faut qu'ils parlent de cela parce que c'est des succès. C'est des Non, success tout simplement, parce qu'on ne va pas se contenter sur les échecs. Pour dire que quelqu'un qui n'a pas connu, n'a pas été dénié, excusez-moi, il n'a pas sorti pour faire une déclaration pour dire qu'il était dénié. Dans le système francophone en général, on ne valorise pas aussi l'échec. On se concentre sur toutes les victoires, en fait. C'est bien de se concentrer sur les victoires, mais aussi surtout les enfants et les parents. Parce que j'ai lu les commentaires parce qu'il faut qu'il y ait des J'ai lu les commentaires en dessous de la publication de la vidéo. Il y a un parent qui disait « Ah, mais moi, j'ai frappé mon fils qui avait eu de mauvaises notes aujourd'hui et tout. Mais quand je vois la vidéo, ça m'inspire. Ça me montre en fait que malgré les difficultés de mon fils, il peut aller loin. Tu vois. Donc, il faut montrer l'exemple. J'ai juste en mémoire les commentaires que les amis du Premier ministre, enfin du petit Patrick Achi à l'époque au CPN se disaient quand il était dernier. Bossoro. Non, même pas. Là aussi, bien dernier. Il ne parlait pas français en plus. Pendant 2 ans, il ne parlait pas français. Il parlait Katié. Du village. Il y a des blancs qui ne comprennent pas français. C'est Katié seulement. D'où vient-il? Qui est ce blanc? Qui est-il? Non, mais en plus. Bon, mais après, on est très, très heureux de ce témoignage du Premier ministre. Et puis, c'est un témoignage formateur. Ça ne veut pas dire, les enfants. Oui, bosser, il faut travailler. Il faut bien que je précise. On dit, bon, oui, il y a un doublé, parce qu'il y a le Premier ministre. Même si vos enfants ont des difficultés, il faut croire en eux. Voilà. Et puis, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, c'est ça surtout. Il a bénéficié, en plus, son courage, de sa persévérance et de sa force. Il a bénéficié d'un accompagnement. De son père. Voilà. Et donc, qui a cru en lui. Bravo, monsieur le Premier ministre Patrick Achi. On est fiers de vous. We're proud of you, on le dit en anglais. Bon, ceci dit, on va évoluer avec la vidéo du jour. C'est un usager de la route interpellé pour outrage à un agent de sécurité. On va regarder la vidéo et après on va faire les commentaires. Bon, pour la petite histoire, ce sont les services de la police nationale qui ont interpellé le lundi 24 octobre dernier un usager qui a refusé d'obtempérer aux consignes d'un agent de police. Un fait tricolore, c'était au niveau de l'école de police. On voit bien, pour ceux qui connaissent bien le secteur, mais selon les faits, l'agent de police indiquait donc le chemin à suivre à l'usager. Afin de faciliter le passage des autres véhicules, celui-ci, l'usager donc, a refusé de se soumettre et a forcé le passage, donc a foncé sur l'agent sous prétexte qu'il avait une urgence. Interrogé, donc il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Par conséquent, il a été conduit devant le parquet pour répondre de ces faits. Pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ce pays. Ça ne rigole pas. Ouais. Non, mais en fait, je trouve que c'est assez grave, en fait. On a vu des policiers se faire pratiquement agresser. On a vu un jeune homme qui s'est fait agresser. Moi, en fait, aujourd'hui, ça ramène un autre sujet, en fait, qui est très important. Je pense que ça pose la nécessité aujourd'hui pour notre police d'être équipée des caméras piétonnes. Parce que si ça n'avait pas été filmé, généralement, quand il y a ce genre de situation, le policier, il est défavorisé, en fait, dans cette situation. Parce que c'est sa parole contre la parole de, comment on appelle ça, de l'individu. Aujourd'hui, je pense qu'on doit équiper les policiers. Il faut protéger. Vous accepter de porter des caméras piétons sur il n'a pas le choix. Non, parce que dans les États assez développés, en fait, aujourd'hui, ça a permis aujourd'hui qu'aux États-Unis, il n'y ait pas de situation de meurtre isolée comme ça. Après, quand tu vas porter plainte, tu ne peux pas, c'est compliqué. Or, quand le policier a la caméra piétonne, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. On a la preuve visuelle de tout. Donc, du coup, ils peuvent se protéger. Mais c'est attirer l'attention des gens aussi de protéger, avoir un peu de civisme, en fait. Quand il y a la tenue sur la personne, il faut respecter l'autorité. C'est très, très important. D'accord. Et Madame Bleu, vous parliez il y a quelques jours de citoyenneté. Oui, de citoyenneté. Et je pense que malheureusement, il y a encore énormément d'efforts à faire. Et surtout que ça vient de personnes qu'on pourrait croire d'un certain niveau, des intellectuels. Voir ce genre de comportement,
ça montre en fait qu'il y a une déliquescence en fait au niveau de tout ça. Les forces de l'ordre ne sont pas respectées, l'uniforme n'est pas respecté. Après, c'est l'un dans l'autre, hein. On reproche aussi souvent à nos forces de l'ordre de ne pas malheureusement se faire respecter, mais c'est que certaines brebis galeuses, ce n'est pas tout le corps qui est incriminé, mais les citoyens eux-mêmes ne respectent pas. Lorsqu'on le voit aux différents carrefours, lorsqu'il y a des embouteillages, on va voir une autre file va se créer carrément même sur le caniveau. Oui, Moi, j'ai on voit eu cette assisté image. à ça à plusieurs reprises. On voit l'image là Oui. tout à l'heure de cet homme à la limite en train de menacer donc, sûr. l'agent de police. Tu sais qui je suis ou Franchement, voilà, ce moi genre je veux de dire phrase, encore que la personne indiquait être dans une situation d'urgence, mais moi je pense encore que c'est des choses qui peuvent s'expliquer et on n'a pas forcément besoin d'arriver à des confrontations dans lesquelles effectivement on ne sort pas gagnant. Mais tu sais, Brice, en vérité, les policiers, en réalité, même quand il y a des situations, quand tu leur parles gentiment, ils t'aident. Bien sûr. Ils te conduisent. Oui, Mais s'il y a quand- une femme enceinte dans Voilà. le véhicule, ça peut Quand se tu leur parles, il faut comprendre. leur S'il y a une parler. véritable urgence, ça peut se comprendre. Peut-être qu'un parent a un AVC, il faut le conduire rapidement à l'hôpital. Ils vont t'escorter. Il faut l'expliquer tout simplement. Mais toiser comme ça, l'agent de police, C'est pas sans avoir de sérieux. motif valable, parce qu'on s'est fait prendre et qu'on a notre ego qui a été touché, ouais. et qu'on n'est pas capable de dire je reconnais ma faute, je rentre dans mon véhicule et je me mets dans la ligne, là il y a un problème. Bon, c'est Mais juste de toutes les déplorable. façons, ça C'est frôle juste- le ridicule, parce que quand on dit que c'est parce qu'il était pressé, qu'il avait un rendez-vous, etc., mais il perd Une plus urgence. de temps. Oui, une urgence, mais il perd plus de temps à faire le plaisantin comme Voilà, ça. il faut qu'à négocier, il respecter, faut, voilà, expliquer les normes et à posément. passer tranquillement. Non, il dans la expliquait file. qu'il s'apprêtait à partir. Bon, après, il a été arrêté. Ça donnait lieu à lieu. Mais bon, c'est vraiment dommage qu'on arrive à cette situation. Vous le dites si bien, Madame Rénassi. Et justement, quand on sait que ces policiers-là, je viens à vous, Monsieur Boloubou, quand on sait que ces forces de l'ordre-là, aujourd'hui, dans l'exercice de leurs fonctions, essaient de réguler la circulation, pour éviter qu'on connaisse des situations comme celle qu'on a connue à Benjerville. On a noté ce jour un grave accident mortel, Élysée, au carrefour CIE, où c'est à Benjerville, carrefour CIE, c'est ça, où un gros camion donc, a perdu le contrôle sur la voie. Un bilan assez lourd. En tout cas, selon Police Sékou, hein, c'est un gros camion qui aurait perdu le contrôle sur la voie et donc qui a, je dirais dans sa folie Dans sa course meurtrière, folle, dans sa folie, voilà, sa course folle, voilà, a percuté plusieurs véhicules. Je crois 6 engins, pas 6 engins, plus d'une douzaine d'engins, c'est ce que j'ai cru entendre, une douzaine de véhicules qui ont été impliqués vraiment dans cet accident-là. Il y a eu des morts. Bon, jusque-là, les chiffres, je dirais, n'ont pas encore été confirmés. Certains parlent de 3, certains parlent d'un peu plus. On dit qu'il paraîtrait que les cas qui ont été évacués, certains encore ont dû perdre la vie dedans. Mais ça revient encore à ce qu'on dit toujours, l'incivisme, en fait. L'incivisme de façon générale, mais l'incivisme routier même de façon particulière. Ce carrefour-là, pour qui va à Benjerville, vraiment qu'il y a un minimum de bon sens, c'est qu'il est très dangereux. Parce qu'il est même sur une pente, en fait. Et moi, j'y vais régulièrement. Chaque fois que je vois les Gbaka, la manière les mini-cars qu'on appelle Gbaka stationnent dans cet endroit-là, je disais toujours, je priais qu'on n'arrive pas à un drame. Parce que vraiment, c'était tellement plausible aux yeux qu'à n'importe quel moment, on peut se retrouver dans une situation pareille. Mais je veux encore fustiger ces gros camions-là. Et ça, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais il faut que l'État trouve un remède à cette situation. Parce qu'on ne va pas continuer impunément d'être tué par ces camions. Pour rappel, il y a 2 mois ou 3 mois de cela, sur la route d'Alépé, c'est un gros camion encore qui a tué près de 21 personnes, tous issus d'un même village. Dans leur même foulée, quelque part avec Kononfla, entre Yamsokro et Saint-Fra, pareil encore, un gros camion qui a tué plusieurs personnes. Aujourd'hui encore, la même chose. Mais on ne va pas chaque jour comptabiliser, aller dans une comptabilité macabre. Il y a quelque chose qui doit être fait. C'est vrai qu'ils vont dire non, c'est leur gagne-pain, c'est ce qu'ils font comme activité, mais attends, diantre, ce n'est pas votre activité qui va quand même mener tout le monde au cimetière. À un moment, quand même, il faut que l'État tape du poing sur la table et que de l'ordre soit mis. Ça ne peut pas continuer, en fait. Très bien. Ça, vraiment, c'est un coup de gueule pour moi, quoi. Ça, je le dis honnêtement. C'est ça. En fait, pour la précision sur cette vidéo de Benjerville, en fait, c'est que j'ai pu discuter avec le reporter de Live TV qui y était. En fait, quand il montait, il a perdu le contrôle. Donc, au lieu de se débattre pour trouver un coin, il a sauté du véhicule. Il a lâché le véhicule je te parle. Wow. Il est sorti du véhicule. Et en fait, ce qui est grave, c'est que la plupart de ces jeunes, je vous dis, c'est des jeunes de à peine 18, 19, 20 ans, 25 ans qui roulent ces camions. Et souvent même, quand ils sont au volant, ils te menacent de mort. Ils te menacent clairement de mort. Parce qu'ils savent que tu le touches, tu as problème. Il te touche, tu as problème. Et comme il le disait, il faut que quelque chose soit fait. C'est de l'insouciance totale, là, ce que Daouda raconte. Ouais.
Oui, je pense que c'est ce qu'on peut appeler une forme de terrorisme routier, En tout cas. où des gens C'est utilisent vrai, leur c'est pas engin longtemps, pour je s'aimer le désarroi et la mort. Et effectivement, il faut réguler, interdire à ces camions notamment de circuler, par exemple, entre 6 h du matin et 21 Il y a h. des heures, non? Il y a des heures qui Mais sont alors, faites pour donc, ça. C'est pas faisons en respecté. sorte que ces heures soient respectées. Si elles ne le sont pas, c'est qu'il y a forcément de la corruption. Parce que si un camion qui ne doit pas rouler entre 6 h et 21 h est sur la voie, cela veut dire qu'il y a forcément des passe-droits. Maintenant, sur le premier sujet que vous avez évoqué, excusez-moi, sur le... Non, si, il y a... Vous avez dit passe-droit, mais il y a aussi le fait qu'il faut reconnaître qu'on ne pourrait pas avoir... Il y a une forme aussi au niveau des forces de l'ordre. Mais l'accident s'est passé dans l'heure même, en fait. Pardon? C'est de 9 h à 17 h. Voilà, donc il n'y a pas à ce niveau-là, il n'y a pas de... Mais je veux dire, par exemple, nos forces de l'ordre aussi ne sont pas forcément outillées, ou bien il n'y a pas le nombre qu'il faut pour pouvoir être derrière chaque camion. Donc, Non, c'est pas toujours... Je suis d'accord que vous dites Oui, oui, corruption, mais je veux dire, ce n'est pas que la seule raison. Oui, c'est le respect de la loi. Il y a un chanteur français célèbre que vous connaissez, Daniel Balavoine, qui disait « La loi ne fait plus les hommes, mais les hommes font la loi ». Donc, on ne va pas laisser des chauffeurs, fussent-ils les plus intelligents, les plus gentils, Les plus forts. faire la loi. Non, il il faut faut à un pas. moment donné qu'ils se plient aux règles qui sont définies. Maintenant, moi, je voulais revenir sur l'incivisme dont vous parliez. Mais c'est à l'image de la Côte d'Ivoire. Là, vous avez une caméra qui filme l'acte de ce conducteur, mais je suis désolé, dans ce pays, tous les symboles de l'État ont été foulés du pied. Voilà. Quand on attaque son pays, quand on attaque des agents, des forces de l'ordre, quand on attaque des autorités, mais c'est à l'image de ce que nous sommes depuis 30 ans aujourd'hui. Même quand on est Voilà. dans la fonction publique, des gens qui ne méritent pas. Exactement. C'est la même chose. Voilà, quand on fraude au concours, quand on se contente de petits arrangements pour bénéficier davantage, etc. Donc, à un moment donné, il faut que les uns et les autres fassent un travail sur eux-mêmes. Parce que ce qu'on laissera aux générations qui viennent risque d'être une bombe à retardement. Très bien. Voilà. Non, ben, je m'aligne totalement avec ce que mes collègues ont dit. Hein. Pour moi, c'est plein d'insouciance dans les deux cas. Tout ce qu'on évoque là comme sujet, c'est plein d'insouciance, d'incivisme à l'état pur. Et je salue vraiment l'initiative de l'État de ne plus laisser, j'ai envie de dire, courir ce genre de danger. Là, je parle du premier sujet. Et parce que l'impunité, je pense que c'est ce qui gangrène la société de tous ces maux. Donc, moi, je pense que je veux alerter en tout cas le ministère des Transports, qui fait énormément de travail. Hein. Ouais. On a vu avec la vidéosurveillance qui a été mise en place, la vidéo-verbalisation et tout ce qui a suivi. Le retrait des permis, parce le retrait des qu'on ne le dit pas permis, souvent, mais il y a des retraits de l'assainissement permis. même au niveau de la délivrance des permis de conduire. Mais il y a encore énormément d'efforts à faire parce qu'en 2021, on a eu près de 12 000 accidents de la circulation. Et c'est l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes et les enfants âgés de 5 à 29 ans. C'est l'une des premières causes de mortalité. J'avais suivi ici une émission où une jeune fille qui partait à l'école à Bingerville, dans son BACA, malheureusement, le BACA a fait une sortie de route parce qu'il roulait trop vite et elle s'est retrouvée amputée. Ça tue. Et également, ça change des vies, malheureusement, dans le mauvais sens. Et je pense que le cas des camions, des poids lourds, on le voit, ils sont dans un état de vétusté incroyable. On les voit circuler tous les jours, on voit l'état dans lequel ils se trouvent. On est tous en sursis parce que vous êtes en train de conduire ou bien vous êtes dans un véhicule, derrière vous, il y a un camion, il y a un poids lourd. Vous ne savez pas à quel moment il va perdre le contrôle sur l'autoroute ou quand vous conduisez. Donc, il y a un travail d'assainissement à faire au niveau de ces poids lourds. Je ne sais pas, au niveau de la visite technique, comment ça se passe, parce que lorsqu'on voit leur état, je pense que la plupart ne devraient même pas avoir de validation de leur service, du service technique. En fait. Très rapidement, moi j'ai toujours peur quand je suis sur la file d'à côté. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a un camion qui est un peu tordu comme ça, tu as l'impression que ça va te tomber. Moi, je ne la dépasse jamais. Ça fait trop Non, mais peur. Mais en fait, ce que je voulais dire, en fait, concernant cette histoire on a parlé des gros camions, mais il faut aussi parler des chauffeurs de BACA. C'est très important. Non, ceux-là, franchement. Parce que je vous dis, j'ai fait un sondage personnellement, rapidement. J'ai fait un sondage sur la route, la voie à Bobo, à Djamé. Je montais tous les jours en BACA pendant 10 jours. Tous les chauffeurs de BACA avec lesquels je suis monté faisaient tout pour monter devant. Mais sur 10, à tout casser, il y a 2 qui ont le permis. Et je te jure, à chaque moment, le mec, quand tu lui demandes, mais comment tu fais, il a un papillon qu'un policier, encore une fois, voilà, lui a remis pour qu'il D'accord, puisse rouler. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on parle des policiers, il faut respecter l'autorité, mais il est important aussi, en fait, que nos autorités aussi donnent les bons papiers.
D'après eux, les gens, les coupons ne viennent pas de chez eux. Mais d'où ça vient, diantre? Il faut qu'on nous dise d'où viennent ces coupons que ces jeunes chauffeurs ont. Parce que quand ils finissent de tuer, ils disparaissent. Ce sont des permis de tuer, en fait, qu'on leur Exactement. Voilà. Franchement, c'est les permis de tuer qu'on leur donne. pas normal. Et il y a des outils pour vérifier la véracité de ces types de L'authenticité, papillons. quoi. Voilà, Bien sûr. l'authenticité. Rihanna, si avec vous, on va évoquer, bon, donc quand je reviens, parce que je pense que de plus en plus, les uns et les autres sont en train même de proposer que le ministère de la Sécurité, même le gouvernement, aille sur des sanctions beaucoup plus fortes pour pouvoir dissuader certaines personnes de poser ce genre d'actes. Avec vous, Rihanna, on évoque pour sujet votre plus point heureux. société. Exactement, il n'y a pas que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y en a qui arrivent à l'heure. L'entrepreneuriat féminin, ben, c'est une bonne nouvelle en Côte d'Ivoire. Oui, l'entrepreneuriat féminin, comme je l'ai annoncé, est quand même sous ses beaux jours. Je me suis réveillée ce matin avec en fil d'actualité donc une nouvelle que j'ai voulu partager avec vous. Donc c'est la rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi, encore une fois, et les membres du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Donc au-delà même de saluer l'initiative de ce forum, je salue quand même le Premier ministre qui a trouvé important d'accorder quand même du temps de son agenda à ses membres, en tout cas du forum. Il a assuré que l'État était prêt à accompagner les femmes dans leur autonomisation et le développement de leur carrière. Il a également annoncé que le programme du gouvernement accorde une place de choix à ces femmes et à ces différentes initiatives. Ce qui est intéressant et qu'il faut saluer, c'est combien l'État comprend aujourd'hui l'importance d'accompagner les femmes, de les soutenir dans leur volonté d'entrepreneuriat. Vous savez, très souvent, on pose la question de dire pourquoi on ne parle pas d'entrepreneuriat tout simplement et pourquoi on indexe les femmes. C'est parce qu'on se rend compte que trop souvent, les femmes sont confrontées à beaucoup plus d'obstacles que les hommes. Ces obstacles sont de plusieurs natures. Par exemple, ce sont des contraintes sociales, ce sont des contraintes familiales, c'est le manque de formation, le manque de ressources. Moi, je souris parce que depuis quelques années, on en parlait tout à l'heure avec Edith, on voit l'essor de différentes organisations qui mènent une bataille, une lutte acharnée justement pour accompagner les femmes dans leur émancipation professionnelle, dans le développement de certaines entreprises. On se rend compte que finalement les femmes ont beaucoup d'idées et il ne manque que les moyens et l'accompagnement pour suivre. Moi j'ai vu quelques pistes de solutions donc, pour continuer ces efforts-là, c'est la sensibilisation, que la sensibilisation continue, mais surtout la formation, parce que selon des chiffres donc, de l'agence Côte d'Ivoire PME, je me suis rendu compte que dans certains domaines, on se rendait compte que les femmes étaient vraiment encore en minorité. Par exemple, dans le domaine du commerce, elles sont à 33%, c'est déjà bien. Dans le domaine des prestations de services, elles sont à 31%, c'est déjà bien. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2020. Malheureusement, je n'ai pas eu accès à des statistiques donc, beaucoup plus récentes, notamment 2021 ou 2022. Et par contre, ce qui m'alerte, c'est que dans les secteurs comme le bâtiment ou les travaux publics, on les voit représentés à seulement 4%. Donc j'imagine que c'est parce que, et aussi le secteur de la technologie d'ailleurs, donc peut-être parce que ce sont des secteurs beaucoup plus techniques et que ça demande beaucoup plus de formation, beaucoup moins de spontanéité. D'efforts physiques aussi. D'efforts physiques et tout ça. Parce que dans le bâtiment, il faut quand même aussi ça. Voilà, on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ces secteurs-là, mais qui difficilement arrivent à y trouver leur place. Donc c'est pour ça que je parlais de formation. Et au-delà de la formation, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mettre ensemble les actions du privé, notamment des organisations. Par exemple, on a une fondation, notamment la fondation Cefis. On avait reçu Sephora Kodjo, je crois, l'année dernière sur ce plateau, qui nous parlait de tout ce qu'elle fait pour les femmes depuis quelques années avec la coopération allemande et bien d'autres. Aujourd'hui, ce sont pas mal de levées de fonds qui sont faites. Ça se chiffre en termes de milliards. Donc aujourd'hui, l'action de ce secteur privé mis ensemble avec l'action de l'État dans la volonté d'accompagner ces femmes, moi je dirais quand même que l'entrepreneuriat féminin est quand même sous ses beaux jours. Moi je pense qu'il faudrait mettre en place, pourquoi pas, une banque de développement dédiée à l'accompagnement des femmes. Ça pourrait faciliter certaines demandes de crédit, notamment parce que parfois on peut avoir une idée, un projet, et puis ce qui fait blocage, ce sont les ressources financières notamment. Très bien. Merci beaucoup, Rihanna. De rien. Jolie porte-parole de l'entrepreneuriat féminin sur ce plateau. Oui, ça se Merci bien beaucoup, sûr. madame. C'est Ça très fait bon. plaisir. Et pour, Avec pour son rebondir, c'est Franchement, sûr que- je dis, là, vous allez avoir plus d'applaudissements si on avait un public. Mais on aura un public, Inch'Allah, bientôt. Donc vous avez une salve d'applaudissements. Et nous on va avons... rebondir.
Oui. On ne peut pas rebondir? Non, on ne répondit pas parce que justement, je les ai C'est invités. Martial, ça. Non, mais c'est très bien là. Elle a déjà tout présenté. Rebondissez pas, faites pas le kangourou, madame. Je peux rebondir. Je vous promets que vous allez rebondir sur la question, si vous voulez, sur un autre sujet. Je vous invite à recevoir sur notre plateau à présent Coco Jean Prisca, secrétaire et porte-parole de l'association DFT, et Iman Rokia, Mariam, elle est ancienne détenue, devenue pâtissière. Merci de nous rejoindre sur le plateau du Grand Talk. Voilà. Donc, voilà. Bravo. Je vais être galant, contrairement à Daouda. Ah, c'est oui, madame. Brice, Voilà. tu pourrais m'apporter ma tasse? On va tasse, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Je fais le galant, c'est bon. Je prends la tasse de Rihanna. Fais-le en C'est bon, entier. Rihanna. Bonsoir, monsieur Coco, comment allez-vous? Ça va. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Merci. Bonsoir, Mariam. Oui, bonsoir. Oui, moi je dis quoi? Je dis Iman ou Mariam ou Rokia? Bon, ce que vous voulez. D'accord. Alors, monsieur Coco, vous êtes président, donc secrétaire et porte-parole de l'association DFT, donc Don't Forget Them, comment on prononce. Et pour la petite histoire, donc au sein de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA, eh bien, il existe depuis novembre 2021 un centre de formation au métier de la cuisine, de la pâtisserie. Et ça n'a pas existé depuis près de 42 ans. Oui, il faut dire que c'est un projet qui est né d'une volonté d'une association qui comporte plusieurs personnes qui ont décidé d'intervenir dans l'univers carcéral. Voilà, trouver une solution à la récidive en essayant de réinsérer les détenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en prison, qui purgent leur peine, mais qui après n'ont pas quelque chose à faire et puis qui retournent dans les mêmes travers. Donc pour nous, il était question vraiment qu'on essaie de les former au sein de la MACA. Et grâce au garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous avons pu avoir un projet qui a trouvé l'assentiment des autorités, dont le ministre, et puis nous avons pu mettre ce projet-là en pratique au sein de la MACA. Très bien. Voilà. Daouda? En fait, ce que moi j'aimerais savoir, d'où vous êtes venu cette idée et aujourd'hui, comment est-ce que quand on regarde la MACA, c'est difficile d'y accéder. Comment est-ce que vous avez pu entrer avec la bénédiction du ministère de... J'enchaîne sur la question comment vous vient l'idée, comment c'est organisé, qui bénéficie du programme. On va faire un tir groupé. OK. Il faut dire que l'association existe depuis 2007, en fait. Et on aidait les personnes démunies, les jeunes démunis, les jeunes de la rue. Et puis, au cours d'un tournoi qu'on a organisé avec des détenus à la MACA, on a pu comprendre que certains jeunes dont on avait la charge se retrouvaient après en prison. Et on s'est dit, mais écoutez, pourquoi ne pas créer un projet qui va permettre à ces jeunes-là, au sein de la MACA, de se former à un métier. Et puis quand ils sortent, au moins, ils ne sont pas des jeunes qui n'ont plus rien à faire, mais au moins qu'une activité qui les évite vraiment à replonger dans le même travers. Et donc, on a rédigé un bon projet qu'on a présenté au ministère. Et il faut saluer la clairvoyance du ministère qui a bien compris le bien fondé de la chose, parce que ça venait régler un problème de récidive. Aujourd'hui, quand on va dans nos prisons, les prisons sont remplies de monde. Voilà, des gens qui sortent et qui reviennent. Et puis je les peine, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'il faut faire pour ne plus qu'ils reviennent en prison? Voilà. La prison est faite pour corriger, parce qu'on a fait quelque chose, mais après, il faut leur donner vraiment cette seconde chance-là, vraiment, de devenir vraiment des citoyens dans la vie, en fait. lambda, voilà, de pouvoir se Vous réinscrire. disiez à l'entame de votre propos que ce programme d'insertion, ce type de programme d'insertion n'existait plus depuis 42 ans. Il faut dire que, non, pas que ce n'existait plus depuis 42 ans, mais Oui. c'est une formation, enfin c'est un projet qui est né et qui vient régler un problème qui n'a pas été... Il n'y avait jamais eu de Voilà, programme dans ce d'insertion de sens. ce Voilà, type quand les- au sein de la MACA. Voilà. D'autres structures venaient au sein de la MACA, donnent des choses, mais retournent. Mais dans le cas de la formation en tant que telle, Ça vraiment, n'existait voilà, pas. De façon très concrète, c'est au sein de la MACA, il y a un bâtiment. Expliquez-nous ça un peu, comment ça se passe. Voilà, on a créé un centre de formation au sein de la MACA, voilà, qui forme au métier de la cuisine et de la pâtisserie. Très bien. Voilà, Alors, les formateurs sont-ils issus de la MACA ou de l'extérieur? non de l'extérieur. D'accord. Voilà, Ce c'est sont des formateurs professionnels. Voilà, en fait. professionnels. D'accord. Alors moi, je suis intéressé de savoir pourquoi le choix sur la pâtisserie et c'est quoi la pâtisserie cuisine. et la cuisine, c'est ça, non? Oui. Et pourquoi pas peut-être l'informatique ou bien, je sais pas, la mécanique, des choses comme ça?
Bon, on se dit que c'est encore plus facile pour eux, voilà, de pouvoir s'établir, voilà, quand ils sortent. Voilà, généralement, quand on sort un peu devant les boîtes de nuit des bars, on voit des petites structures qui font des pains un peu frais, autres, voilà. Donc, quand ils ont cette formation-là facilement, ils peuvent facilement se réintégrer. Voilà, je ne sais pas, mais j'entends les voix pour faire un petit sourire avant de parler à notre invité. On dit, bon, informatique, là, on ne sait jamais capable de tout Il va de le faire. Bon, allez, c'est juste pour sourire. Mais après, je crois que c'est un programme qui est évolutif. Hein. C'est peut-être pâtisserie, cuisine, et puis après, il y aura certainement... Moi, j'ai juste une dernière question pour lui, rapidement, si c'est possible. Très bien. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que, en fait, aujourd'hui, vous attendez réellement? Il faut dire qu'on a besoin d'aide pour pouvoir continuer ce que nous faisons. Voilà. On a vraiment véritablement besoin d'aide. Ce n'est pas forcément de l'argent qu'on cherche, mais vraiment, puisqu'on utilise la farine, de l'huile, du riz, tout ça pour que les détenus conformes puissent s'exercer le plus facilement. Et on a vraiment besoin de cela, en fait. Voilà, Mariam, je me tourne vers vous. Vous êtes une ancienne détenue de la MACA. Vous y étiez, je crois que pour des raisons, vous avez vendu des médicaments prohibés, c'est cela à l'époque. Et puis malheureusement, donc, vous avez été incarcéré. Mais à l'intérieur, vous avez bénéficié de ce programme-là. Déjà, comment vous avez appris, comment vous avez reçu l'invitation des organisateurs de ce programme qui viennent vers vous, qui vous disent on est en train de faire un programme. Comment vous prenez la chose? D'abord, quand le premier jour je suis arrivé à la MACA, je commençais à pleurer d'abord. J'ai commencé à pleurer. Mes amis m'ont posé des questions, mais tu as fait quoi et puis tu es venu ici? J'ai expliqué. Quand j'ai expliqué, ils m'ont dit, bon, il faut prendre du courage, ça va aller. Ne pleure pas, ça va aller. Bon, je suis restée ça. Pendant des jours même, je ne mangeais pas. J'ai maigri, tout ça, je ne dormais pas. Quand on me dit de me coucher, je dis non. Je m'assois jusqu'au matin. Bon, une semaine après, quand on m'a jugée, j'étais découragée au fait. Et après, 3 jours, 4 jours après, les formateurs sont venus, on dit qu'ils vont former des gens pour pouvoir faire la pâtisserie, formation de cuisine et la pâtisserie. Donc, celui qui veut. Bon, il y a un tonton là-bas qui m'a dit de faire. Bon, je lui ai dit que non, il ne peut pas faire. Je vais rester jusqu'à ce que ma prison finisse. Il dit non, de partir faire que ça va m'aider demain. J'ai dit non, ça ne peut plus m'aider puisque je suis déjà à la MACA, tout c'est fini pour moi. Non, il m'a dit que non, ce n'est pas fini pour toi, qu'il faut aller essayer. C'est dans ça que je me suis engagée dedans. Vous avez passé combien de temps à la MACA? J'ai fait au moins 1 an, 9 mois. 1 an, 9 mois. Et la formation dure combien de temps en général? La formation, c'est 9 mois. C'est 9 mois, d'accord. Oui, j'ai fait 9 mois dans la formation. Aujourd'hui, moi-même, bon, je ne savais même pas ce qu'on appelait pizza, cake, manaï, mais aujourd'hui, moi, ce que j'arrive à faire. Et vous avez lancé votre business en ce moment, vous vendez de votre nourriture en ce moment? Vous vendez votre nourriture? Et je crois que c'est une particularité, elle doit être installée? Oui, elle doit être installée par l'association, voilà, pour qu'elle puisse véritablement exercer et mettre en pratique ce qu'elle a appris au sein de la MACA. Voilà. Combien de... Allez-y, bon, je reviens à vous, Alain, pardonnez-moi. Combien de personnes ont été formées par ce programme-là? Il y a 8 personnes. Voilà. Ah, tiens. Ok. Madame, elle a répondu à la question. En même temps. Elle a ses camarades. C'est sa promo. Allez-y, Alain, on vous écoute. Merci. Romain, bravo. Merci. Courage à vous. Oui, oui. Voilà, parce que je pense que la problématique de la prison, c'est ce qu'on devient après. Voilà. Et la vraie question, c'est comment on réinsère ces personnes qui ont connu l'incarcération dans notre société. Et c'est tout à l'honneur du ministre de la Justice et du gouvernement de faciliter ces choses-là. Parce que faire la prison, cela ne veut pas dire qu'on est rejeté par la société. On a tous des difficultés dans des parcours, des accidents de parcours qui conduisent très souvent ou parfois à ce type de situation que vous avez connu. Donc je pense que c'est bien et en tout cas tous mes encouragements. Maintenant, je voulais vous poser une question, monsieur. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des réticences de la part de certains prisonniers détenus, voilà, de certains détenus qui ne souhaitaient pas se former ou bien qui n'estimaient pas la pâtisserie au niveau de leurs attentes en termes de formation? Parce que là, par exemple, elle dit qu'il n'y a que 8 personnes qui ont participé au programme. Voilà, par rapport aux chiffres. Il y a un nombre plus important, je pense, de femmes détenues. Il faut dire que c'est une première vague. Okay. Voilà, une première vague de filles, et puis après va suivre une seconde vague, mais cette fois, ça sera des hommes. Je pense que ça doit être un problème de fond aussi. Maintenant, bon, il faut dire qu'au début, elles étaient réticentes. Voilà, elles étaient réticentes, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la cuisine? Qu'est-ce qu'on va aller apprendre là-bas? Non, on ne sait pas lire ni écrire, comment, voilà. Donc, il y avait beaucoup de réticences, mais
Par la suite, elles ont compris vraiment le bien fondé de la chose. Et puis, au bout de quelques semaines, elles ont Est-ce que vous commencé. comptez déployer ce programme d'insertion au Oui. sein d'autres prisons? Oui, justement. Justement, on a ça en vue et on espère que le ministère nous donnera vraiment cette opportunité-là. Ok. Moi, je voudrais... on est touché, moi je suis particulièrement touché, je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont touchés par ce que vous avez fait, certainement qui ont envie d'apporter leur appui. Qu'est-ce qu'il faut pour insérer une telle personne? Puisque vous dites que vous devez l'insérer, ça peut coûter combien, quitte et tout ça, pour que les Ivoiriens éventuellement, dont on sait sont très solidaires, puissent certainement vous voir et voir comment accompagner? On n'a pas tous les détails de tout ce qu'il faut. Voilà, comme elles viennent après de sortir, en train de voir quel type de projet sied à... Là, dans le cas de Mariam, qu'est-ce que vous avez fait? On va lui ouvrir une pâtisserie. Non, pas forcément une grande pâtisserie, parce que c'est juste on n'a pas assez de moyens pour le faire. Voilà, c'est juste des kiosques. Voilà, un cube là. Voilà, un petit cube là avec Voilà, et elle va commencer ici. Mariam, après, vous allez certainement avoir votre pâtisserie. C'est votre rêve. Oui. Très bien. Il y a ceux-là aussi, mais il y a d'autres aussi qu'on essaie d'insérer dans des boîtes. Oui, voilà, on a des partenariats avec d'autres structures, voilà, où certaines vont intégrer pour des stages, pour mieux apprendre ce qu'elles ont commencé. J'aimerais comprendre, est-ce que c'est un projet qui peut tenir sur du long terme? Parce qu'on sait que les formations sont gratuites. Oui, les formations sont gratuites. Gratuitement. Comment est-ce que vous les financez pour que ce soit, ça puisse assurer une certaine pérennité? C'est ce qu'il a dit là, le sucre, le lait. Non, comment est-ce que le projet en lui-même est financé pour qu'il puisse durer dans le temps? Le sucre, le lait, je veux bien, mais... Non, bon, pratiquement, il n'y a pas... C'est une association aujourd'hui. C'est une association, voilà, de personnes de bonne volonté qui ont décidé vraiment de se mettre à disposition. Mais en tout cas, ce sont des donateurs. Globalement, vous attendez... Non, c'est sur fonds propres. Vous attendez aujourd'hui des soutiens. On attend des soutiens, effectivement. Exactement. Peut-être que vous avez un appel à lancer aux entreprises. Ça, on va terminer là-dessus. D'insertion. Oui, justement. Les entreprises peuvent être intéressées à faire du RSE. Effectivement, on a contacté plusieurs entreprises et jusqu'à présent, on attend les retours, mais qui tardent à venir. Et on espère que vraiment, au vu... L'État, pardon, vous avez obtenu l'imprimatur du ministre, son accord. Oui. Mais est-ce que l'État vous apporte des fonds pour ces pas formations-là? véritablement. Vous avez sollicité ou pas encore? On a sollicité à l'État, il y a plusieurs structures, voilà, on a sollicité, on attend toujours. On entend dire que les prisonniers mangent mal en prison. Avec votre initiative, est-ce que finalement, quand ils cuisinent, c'est distribué aux autres prisonniers? Oui, justement, quand ils cuisinent, il y a une partie qui est versée. Voilà, gratuitement aux prisonniers pour pouvoir avoir une nourriture saine de qualité. Bon, pas forcément que les prisonniers mangent mal. Arrivé là-bas, si tu as essayé de faire quelque chose, tu vas bien manger. Si tu es là-bas, il y a des choses que tu ne peux pas accepter dehors, mais arrivé là-bas, tu vas accepter. Si tu es là-bas, que tu as décidé de travailler pour une personne, tu vas manger, tu ne vas pas mal manger. Mariam, je sais que là, malheureusement, vous avez été interpellée à l'époque parce que vous vendiez des médicaments. Oui, des médicaments qui sont interdits. C'est ça, prohibés. Et vous avez été arrêté. Aujourd'hui, vous ressortez de la MACA avec une formation. Vous allez certainement, dans les prochains jours, avoir votre activité. Est-ce que vous pouvez lancer un message, justement, aux personnes qui se disent de l'extérieur, on ne sait pas quoi faire, à l'intérieur de la MACA aussi, des personnes peut-être, parce que de temps en temps, ils nous regardent, ils regardent la télé. Oui, il regarde la télé. Bon. Non, moi, je n'ai pas la télé. Vous n'aviez pas la télé. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes très contente de ce que ce programme-là vous a apporté. Oui. Très bien. Oui, je suis très contente. Parce que moi-même, je ne savais pas que demain, ça pouvait m'apporter quelque chose. Mais grâce à l'association Don't Forget Them, je me sens à l'aise aujourd'hui. Nous, on est contents de vous avoir sur le plateau. Bravo, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, cette initiative, il y a un numéro pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous contacter? Oui, le 07 07 79 31 09. 07 07 79 31 09. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kokro. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci bien. On marque une courte pause et certainement que Mariam va nous offrir de la pizza, c'est ça? Oui. Vraiment bravo, Mariam. Bravo. Avec des kicks aussi. C'est ça. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Nous avons rejoint sur le plateau Marc Zoro Marc, président de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, et monsieur Anoncia Sewe. Vous avez déjà vu sur ce plateau. Le journaliste sportif, bonsoir Anoncia, comment ça va? Bonsoir Brice. Bonjour Marc, comment ça va? Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Bien, vous êtes président Marc d'une union, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. C'est quoi la petite histoire de la formation de cette union?
Écoutez, c'est une association qui a été créée dans le but de défendre et d'améliorer les conditions de vie footballistique de nos jeunes athlètes, footballeurs de Côte d'Ivoire et surtout ceux qui sont aussi de l'autre côté. Forcément, j'allais me dire que j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens qui défendent les droits des footballeurs en Côte d'Ivoire? Bien sûr que oui, je pense que même dans l'audiovisuel, vous en avez 25 ou 30 aussi. Ouais, il est prêt. Donc, il est normal aussi que les footeurs, eux aussi, en ont au moins 2, 3, 4, 5. Ça ne dérange pas. J'en parle parce qu'Élisée Bologo, sur ce plateau, avant de vous recevoir, disait que lorsqu'il y en a beaucoup comme ça d'associations, est-ce que ça ne fragilise pas un peu le combat? Je ne pense pas. Je pense pas. Le choix revient aux membres de choisir. Et puis, celui qui peut faire son affaire, celui qui peut mieux le défendre, celui qui peut mieux le conseiller et le diriger. Donc, je ne pense pas que ça peut fragiliser. Vous êtes notre invité annonciateur, donc la prochaine question c'est pour vous. Dites-moi, comment vous avez perçu l'arrivée de cette nouvelle association en tant que Moi, journaliste? je suis un peu gêné. Je suis un peu gêné parce que l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, existe depuis 2009. Elle a été mise sur pied grâce à Didier Drogba, Aruna Dandane, Kolo Touré et Cyril Domoro, sont les 4 père fondateur de cette association. Et 13 ans après, on vient opérer un coup de force avec le soutien de la FIF Pro. Je me dis, Zoro est là, vous connaissez Cyril Domoro. S'il y a un différent avec Cyril Domoro, pourquoi la FIF Pro qui vous adoube ne peut pas enlever Cyril Domoro? Puisqu'au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y a 5 groupements d'intérêts, dont la FI. Aujourd'hui, vous créez une union qui va défendre les intérêts des footballeurs ivoiriens, bien beau. Mais qu'est-ce que sera votre collaboration avec la Fédération ivoirienne de football? Puisque ces articles 11 et 13 disent qu'elle ne reconnaît qu'un seul groupement d'intérêt, ou bien un seul mouvement. Je commençais par la base. Est-ce qu'il y a une... tout à l'heure, l'ancien parlait d'un différent. Est-ce que votre union, votre association naît du fait de ces différents-là? Mais écoutez, moi déjà, je veux répondre à Nocia parce que je risque d'oublier, parce qu'il a parlé d'un coup de force. Il n'y a pas eu de coup de force. Je pense que s'il est vraiment informé, qu'il a investigué, parce que c'est important qu'un journaliste investigue avant de venir sur un plateau de télé. Donc, il n'en a pas fait, donc je lui donne les informations. La FIF Pro a envoyé un courrier dans lequel il décide de se séparer de l'AFI. Et ce qui est aussi important, il faut savoir que la FIF Pro est internationale. Donc, elle a besoin d'être représentée dans un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est en cela que moi, j'ai décidé de faire une association et d'ouvrir une brèche à la FIF Pro pour dire, comme vous n'avez personne ici, je me présente pour vous représenter. En cela, ils étudient le dossier et puis me prennent. Maintenant, si l'éthique de la FIF Pro, il y a une déontologie qu'il faut suivre, quand vous ne suivez pas, et si ce n'est pas de vous. D'accord, mais c'est parti d'indifférent? Il a évoqué tout à Je l'heure. ne sais pas. Moi, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Peut-être il a la réponse. Donc, Ce que je voulais dire, la FIF Pro, ensuite, Madame Bleu. la FIF Pro a adoubé l'AFI. Vous savez, Zoro Marqué, c'est la FIF Pro qui soutient l'AFI. Et depuis un certain moment, à cause des élections à la Fédération ivoirienne de football, l'AFI a été suspendue. Si la FIF Pro reprend quelque chose à M. Cyril Domoro, on n'a qu'à le dégager. Et vous prenez la tête de l'AFI au lieu de créer une union. C'est ce qui me gêne. Sinon, je ne parle pas. Et aujourd'hui, je me dis, selon les... Parce que quand je cherche aussi, c'est une manne financière de plus de 100 millions que reçoit l'association membre de la FIF Pro. Est-ce que ce n'est pas une question d'argent qui divise les anciens joueurs qui veulent se battre pour les footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire? En fait, moi, je pose des questions. Oui, mais surtout. J'ai le droit de répondre. Et pour les footballeurs ivoiriens, je vous pose des questions pour comprendre. Moi, ce qui me dérange, ce sont vos analyses. Parce que tout de suite, vous avez une conclusion. Ce n'est pas ce qui déchire les anciens footballeurs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ceci. Mais et le mal qui ronge les footballeurs? Vous ne parlez pas de ça? Parlez un peu de ça. Est-ce que vous avez des petits frères qui jouent au foot? Est-ce que vous avez des cousins qui jouent au foot? Parlez d'abord de ça au lieu de parler d'un individu. Avec tout le respect que j'ai pour Cyril Domoro, vous parlez de Cyril Domoro comme si tout tournait autour de lui. Non, je suis désolé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes indépendants au même titre que la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes une association. La Fédération de football est une association. On n'a pas besoin d'être reconnu par une association. C'est impossible. Très bien. La FIFA a produit un communiqué dans lequel elle dit ne reconnaître qu'une seule association par groupement d'intérêt. Oui.
Et d'une certaine manière, donc, elle nie donc, la création et l'existence de votre nouvelle association. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne veux rien faire. Madame, je ne veux rien faire parce que moi, mon association a été citée dans un communiqué de la FIF pendant que je ne lui ai pas fait de courrier, je ne lui ai rien présenté. Je suis indépendant. Je ne cherche pas à être un groupement d'intérêt. Okay. Je ne cherche pas à être reconnu par la FIF, mais il est important que la FIF sache qu'il y a une association qui est là pour aider nos jeunes frères. Et qui est soutenue par la FIFPro. Oui, merci à nos deux invités. Je crois que là, on est en pleine problématique de la réconciliation. On est en crise post-électorale après l'élection du président de la FIF, et c'est à l'image du pays où on a des micro-conflits au sein des organisations. Je veux quand même rappeler à mon confrère que la liberté d'association est inscrite dans la Constitution et elle n'est pas négociable. De la même façon qu'il y a une multitude de syndicats, des travailleurs et d'autres, c'est de la même façon qu'on crée une association de footballeurs. Si cela peut concourir à améliorer et à assainir le secteur, parce que depuis 2-3 ans, la Côte d'Ivoire, en tout cas son sport, son football, donne une piètre image de ce secteur-là. Voilà, ce sont des palabres à n'en plus finir. Et puis, excusez-moi, mais cette mentalité de parti unique, on a créé une association, ce doit être la seule dans le domaine, patati patata. Non, il faut en finir avec ça. Je pense que plus il y aura de l'énergie pour redynamiser notre football, mieux ce sera. Dans moins de 15 mois, ou même plus ou moins, on va quand même à la CAN. Donc il faut quand même qu'on soit un peu unis pour aller relever ce défi important. Je pense que justement, bon, allez-y, Élisée, parce que c'était juste une analyse de la part d'Alain Toussaint. Ouais. J'ai attendu la question. Non, c'est un écéclairage. L'analyse de l'éclairage, comme il le dit si bien d'Alain Toussaint, m'amène moi-même aussi à faire une analyse d'un éclairage aussi. Bon, d'accord, j'ai une question. Donc, comme c'est un éclairage, je vais le garder. Daouda a une question. Éclairez-nous. Je ne suis pas dans les éclairages parce que je ne comprends pas comme beaucoup d'Ivoiriens. Posez les questions, après, Élisée va nous éclairer. Quand on regarde, il y a 221 pays qui sont affiliés à la FIFA. Et à peine pour les associations de footballeurs, il y a une 60aine de pays qui sont affiliés. Mais qu'est-ce qui vous fait courir? D'autant plus qu'il y a des pays qui n'ont pas de FIFPro, dont le football marche bien. Mais qu'est-ce qui coince? Et puis, on court dans tous les sens. Non, nous, on ne coupe pas. Sincèrement, on ne coupe pas. Donc, je ne sais pas de qui est-ce que vous parlez. Non, parce qu'on a l'AFI, on a aujourd'hui votre association, l'UFCI qui vient. Qu'est-ce qui fait courir tout le monde finalement? Rien ne fait courir tout le monde. Je vous dis, dans toute entité, dans toute entreprise, il y a des multitudes de syndicats. On a le droit de mettre en place une association. Mais notre association est internationale parce que la FIFPro n'est pas représentée en Côte d'Ivoire. Je pense que je suis clair. Maintenant, si la FIF veut avoir comme l'AFI comme son interlocuteur, ça n'engage qu'elle. Dans le bilan, dans le bilan de l'AFI qui nous a donné de voix, des lits, ils ont aidé plus de 1140, ils ont des 1140 adhérents au niveau de Ligue 1, Ligue 2. La FIF dit qu'elle ne travaillera pas avec vous. Mais comment est-ce que vous comptez travailler avec les footballeurs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3, sachant que la FIF même qui est ici, qui protège le droit de tout le monde finalement, ne veut pas travailler avec vous? La FIF ne protège personne. La FIF, elle est là pour les présidents des clubs. La FIF ne représente pas les joueurs. Celui qui représente les joueurs, c'est la FIFPro. Je vous donne l'opportunité de lire à haute voix, parce que si je me mets à lire, peut-être qu'on va penser qu'il faut lire. Je lis, la FIFPro souhaite que les joueurs soient partie prenante dans l'élaboration du calendrier international des matchs. La FIFA ayant reconnu la FIFPro comme la seule instance internationale représentant les footballeurs professionnels, tous les syndicats affiliés à FIFPro doivent être reconnus par la Fédération nationale et internationale comme des syndicats indépendants. Je pense qu'après ça... Il y a une reconnaissance. Ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est qu'il y a une reconnaissance par la Fédération nationale. C'est moi qui... Non, je pense qu'après ça, j'ai plus rien à dire. Parce que moi, ce qui me dérange... Les associations affiliées à la FIFPro doivent être reconnues par les fédérations nationales. Moi, ce qui me dérange, excusez-moi... Mais que disent les textes de la FIFA? Mais écoutez-moi, les textes de la FIFA... Marc, vous terminez, allez-y, en fait, c'est ce que je dis là. Vous n'êtes pas informé. Si vous êtes informé, on ne va pas discuter. On ne va même pas discuter. La FIFA représente... Informez-nous alors. Oui,
Parce que vous êtes sur un plateau pour ça aussi. Oui, mais je suis là pour ça. Voilà. Donc, si vous me laissez, je vais vous informer. C'est ce qu'on fait. On vous laisse. Informez-nous vivants. S'il vous plaît. Je pense que ça commence à vous déranger un peu. J'aime ça. Non, mais moi, j'aime ça quand ça dérange des personnes. Ça n'a rien à voir. J'aime bien. J'aime bien quand vous êtes... Parce que ça vous dérange quand vous dites que vous n'êtes pas informé. En fait, c'est vrai. La FIF représente les présidents des clubs. Des clubs, d'accord. Donc, les joueurs... Demain, si un joueur n'a plus de licence, personne ne va le regarder. Après, qui s'occupe de lui? Mais personne. Donc, il faut qu'il y ait une association qui va permettre de suivre ces jeunes garçons qui, à un certain moment, se trouvent dans des difficultés. Je le répète, on ne vient pas pour créer une crise. On vient pour se mettre ensemble. La crise a déjà créé. Hein. Non, c'est vous qui créez la crise. C'est vous qui créez la crise parce que vous avez besoin d'éléments pour discuter sur des plateaux télé. Bon, d'accord. Sinon, C'est pas vraiment le cas. C'est nous qui sommes à la Là, j'étais d'accord à un moment. On ne peut pas dire des choses comme ça. Élisée, s'il vous plaît. Je suis là. S'il vous plaît. Non, Élisée, il faut m'écouter. Il y a quelqu'un qui modère le plateau. Tu me poses la question, je te réponds, et tu vas voir qu'on est tranquille. Parce que je te réponds, mais tu discutes encore. Ce que je vais faire, on a compris votre point de vue, mais ce n'est pas vraiment pour animer le débat. On a juste besoin de comprendre un certain nombre de choses. Les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Élisée, dites-nous votre point de vue, votre éclairage. Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je veux rassurer Zoromac. Nous, on n'a pas la prétention. Non, je suis rassuré. Voilà, on n'a pas la prétention de dire qu'on a la science infuse. Voilà, donc on pense qu'en invitant un invité sur un plateau, c'est justement parce qu'on veut comprendre. On n'est pas dans une dynamique de vouloir vous accabler quoi que ce soit. Ça, il faut que ce soit clair avant qu'on ne commence. C'est votre droit le plus absolu. Et ça, Alain l'a dit, de créer une association. La Constitution le permet. La Constitution donne la liberté de création d'associations. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais nous, ce qu'on nous dit, c'est des inquiétudes qu'on émet. On a une association de footballeurs qui existe déjà. Peut-être que vous reprochez à cette association de ne pas défendre effectivement comme il se doit les footballeurs. C'est votre droit. Mais nous, on se dit, est-ce qu'en créant une autre association, alors qu'une autre existe, vous n'êtes pas en train de départager vos forces et de réduire votre sphère d'influence? C'est ça mon inquiétude, en fait. Voici Marc, tout. vous répondez à la question, on va à la pub. Marc, répond à la question, on va à la pub. Je l'ai dit, je leur ai dit encore, il n'aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il a insisté. Il dit, mais il y a déjà crise. C'est pour ça que j'ai dit que c'est lui qui envoie la crise, parce qu'il n'en a pas. Je pense qu'on s'est compris. Voilà. Il dit qu'il y a crise. J'ai dit qu'il n'y a pas de crise, donc en ce moment, non, mais parce que vous voyez que vous me Alain rejoignez. Toussaint, justement, qui défendait la liberté d'association, reconnaissait que le football ivoirien aujourd'hui était en piteux état. On va partir à la pub et on va revenir juste après pour la suite de nos débats. Parce qu'annonce, il y a des questions. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. C'est un sujet qui passionne en ce moment, c'est la création de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons sur notre plateau le président de cette union, M. Zoromark, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être ce soir sur notre plateau. Et en face, il y a Annoncia Sewe, journaliste sportif, Mme Edith Broubleu, Alain Toussaint, Réana Assi, Élisée Boloubeu et Sa Majesté Daouda. Annoncia, on va faire le tour de table. Vous avez votre question et comme ça tout le monde aura sa question avant la fin de cet entretien. J'aimerais dire à Alain et Alain Toussaint que la liberté des syndicats et autres, d'expression, tout est garanti par la loi. Je suis d'accord. Au niveau de la Fédération de football, vous créez votre centre de formation, vous passez au ministère de l'Intérieur, vous avez la paperasse, mais vous devez vous affilier à la Fédération ivoirienne de football. Donc, tout est cadenassé et tracé. Aujourd'hui, vous êtes footballeur, vous n'avez pas besoin d'une union, d'un syndicat en Côte d'Ivoire pour saisir la FIFA. Pour rappel, un joueur du FC San Pedro a été radié. Il a saisi la FIFA. La FIFA lui a donné raison. Le FC San Pedro, un club de Ligue 1, doit lui verser environ 8 millions. Tout est clair aujourd'hui. Je dis à Zoromark, la FIFA reconnaissait en Côte d'Ivoire l'AFI. Pourquoi Jérémy Gitab, qui arrive à Abidjan, ne peut pas dire à la Fédération ivoirienne de football, le monsieur qui est là, qui dirige, qui représente les footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, il a fait des dérapages, on ne veut plus de lui, organiser de nouvelles élections. Nous, on ne veut pas le voir avec son bureau. C'est clair. Au lieu d'aller créer une union qui dit, on n'a pas besoin d'être affilié à la Fédération, nous, on travaille. En tant que vous devez collaborer à la Fédération pour qu'il y ait des débats, parce que souvent, les syndicats, puisque ça a été créé, les Didier Drogba, ils ont pensé, ils ont joué à Kessie. Tous ceux qui sont des anciens joueurs disent, on a vu nos jeunes frères souffrir. Nous allons créer ce mécanisme qui est subventionné par la FIFPro. Oui, je parle. J'étais là. Non, mais les écrits sont là, c'est le 15 juin 2009. Vous n'étiez pas membre fondateur. Non, vous n'étiez pas membre. Les textes sont là. Tapez Google si vous êtes. Il y a 4 membres fondateurs, Zoromark. Voilà, je dis ce qui est.
Vous allez sur le site de l'AFI, les 4 membres fondateurs Peut-être sont que vous dites connus. la même chose. Hein. Oui, donc je le dis. Lui dit qu'il était là, vous dites qu'il n'était pas membre Non, moi fondateur. je dis, moi, Mais bon, je c'est connais autre 4 chose. membres Allez-y. fondateurs. Oui. Et ça, c'est clair. Zoroman n'était pas dedans. Aujourd'hui, il se lève. Et ce qui te guette aussi, Non, ne me Zoroman, prends pas le- parce que Oui, non, tu es frère, il te dit. Non, Ce qui c'est te guette, parce que ce qui arrive à Cyril Domoro, c'est un précédent. Parce que demain aussi, si la fille produit, je ne reconnais pas l'union. Bon, alors, annoncez, on va passer à la question, parce qu'il y a d'autres questions. Annoncia. C'est une précision. Moi, je vais juste répondre à Annoncia. Il a parlé du fait qu'on doit être affilié. Il a parlé de collaboration. La collaboration est différente d'une affiliation. On peut ne pas être affilié, mais collaborer. Oui. Et collaborer avec la fédération, c'est fondamental. Donc, je n'ai jamais exclu ça. Mais vous avez lu, je suis indépendant. Mais je dois collaborer avec la FIF. Si la FIF ne veut pas collaborer avec moi, je serai patient avec le temps. On va collaborer. Très bien. Est-ce que ce n'est pas finalement, est-ce que ce n'est pas la défaite de Didier Drogba qui vous a fait créer cette nouvelle association? Moi, je vous le dis, je le répète. Didier, c'est mon ami, c'est mon frère. Et vous l'avez soutenu? Je le soutiendrai jusqu'à mort. Et puis, je suis le fruit de la Renaissance. Je suis renaissant. Didier est le président de la FIF Pro, le président d'honneur de la FIF Pro Afrique. Donc, il a un droit de regard sur la Côte d'Ivoire et sur les joueurs. Donc, le fait que je sois là, ça ne veut pas dire forcément que c'est Didier. À la fédération, on a le président Jacques Anouma, Malik Toé, tout ça, ce sont des amis. Donc, laissez aussi que d'autres amis travaillent ailleurs. Mais excusez-moi, l'association vient vraiment de se former. Moi, j'ai vraiment besoin de comprendre, dans le fond, en dehors des têtes, en dehors des individus, qu'est-ce qui fait la différence en termes de cahier de charge ou de vision des deux associations, notamment l'AFI et l'association que vous venez de créer? C'est quoi la différence fondamentale? La différence, c'est que nous, l'Union, je veux parler de nous parce que c'est ce que je connais, nous sommes arrivés et c'est pour défendre réellement les causes des joueurs parce qu'ils sont en difficulté. Il y a des joueurs qui ne sont pas payés, il y a des joueurs qui sont chassés, il y a des joueurs qui... Mais ce n'est pas ce que l'AFI essaie de faire? Je ne sais pas. D'accord. Mais vous y étiez avant. Pourquoi vous dites que vous ne savez pas? Écoutez-moi, j'ai dit je ne sais pas. Donc, je ne veux pas donner le bilan de Mais l'AFI. Zoro, on dirait que vous faites la langue de bois quand même. Non, il y a un peu de langue de Tout à bois. l'heure, il a dit qu'il était membre fondateur. Maintenant, Oui, il parce que... Attention, je n'ai jamais Non, il a dit qu'il était là. J'ai dit j'étais là. Tu as vu, il était là, il n'était pas membre Là, fondateur. tu commences à mentir Et un je peu. parlais J'ai dit que j'étais là. Ça va, il a rectifié. Il a rectifié. De toute façon, on ne va pas J'ai s'arrêter dit là. que j'étais là. Mais n'a tu pas dit étais les là, membres non, tu ne sais fondateurs. pas ce qui s'est S'il vous passé. plaît. Non, j'étais là. Là, bon, explique-nous, j'étais là, ça veut dire quoi? En français facile. Annoncia, en 2008 au Ghana, il y a les gens de la FIF Pro qui sont arrivés trouver les joueurs de la Côte d'Ivoire. Ok. Ils sont plus amis à Didier qu'à nous tous. Donc, ils ont décidé, parce qu'en Afrique, il n'y a pas de syndicats de joueurs, comme l'UNFP et les autres. Donc, ils ont décidé d'implanter ça un peu partout en Afrique. Donc, ils sont venus nous proposer ce produit. Il y en a qui étaient intéressés, il y en a qui n'étaient pas intéressés. Les 4 qui étaient intéressés se sont assis et dit, bon voilà, toi tu es vice-président, toi tu es président, toi tu es comme ça. Comme Cyril Domoro était notre ancien et il venait juste d'arrêter, on a décidé tous ensemble qu'il soit à la tête de cette association parce que, étant à la retraite, il allait plus s'occuper à cette association. C'est en cela qu'il est devenu le président. Globalement, vous créez cette union. Vous créez cette union parce que vous avez peut-être le sentiment. J'étais là. Marc, pour revenir à la question, globalement, vous avez créé cette union pour répondre à la question de Rihanna, parce que vous avez estimé, par exemple, que ce qui existe déjà ne défend pas suffisamment les intérêts des joueurs, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit voilà ce que nous, on veut faire. Mais sur quoi vous comptez pour mieux faire, j'ai envie de dire? C'est important qu'on le sache. Vous savez que... Vous faites la chose différemment. Donc, disons pas mieux, disons différemment. Voilà. Vous savez qu'une association vit avec les cotises des membres et autres. Et puis, nous avons mis en place un projet pour nous faire entrer de l'argent. On a des partenaires qui sont avec nous maintenant. Donc, avec eux, nous allons avancer pour améliorer les conditions de vie de nos jeunes frères. Est-ce que ce n'est pas les 16 millions du fonds de la FIFA qui fait courir aujourd'hui la FIF Pro et votre association qui vient? Parce que, puisque Annoncia le disait, il y a de l'argent qui rentre. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous fait courir, vous tous? Parce que vous dites que vous ne courez pas. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand l'argent rentre, c'est par rapport à l'effort que vous faites, c'est en cela que l'argent rentre. C'est-à-dire, on commence. Si nous, on ne travaille pas bien, la FIF Pro ne nous donnera rien. Si on n'a pas assez de membres, la FIF Pro ne nous donnera rien. C'est le travail qui est mis en place, l'effort que nous allons fournir. La FIF Pro aura un regard. Au vu de ça, ils viendront nous soutenir financièrement. Donc, je veux dire que jusqu'à 2 ans, on n'aura pas 6 francs de la FIF Pro.
et nous allons dépendre de nous-mêmes, l'association. Pendant 2 ans, c'est ça? Pendant 2 ans, c'est ça? Exactement. Pendant 2 ans. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas 5 francs qui rentrent. Donc, on a mis en place. Je voudrais qu'on s'intéresse aux footballeurs professionnels pour lesquels vous avez décidé de créer cette nouvelle association. Ligue 1 et Ligue 2, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez les mettre dans une situation délicate à choisir entre l'AFI, même si, selon vous, il y a des efforts à faire, l'AFI devrait faire mieux, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous allez les mettre dans une situation un peu délicate parce que, sachant que le milieu est petit, tout le monde se connaît, il faudra choisir entre les deux. Est-ce que ça ne sera pas compliqué pour eux d'être dans cette situation, de faire un choix entre vous deux, entre vos deux associations? Non, en fait, on ne fait pas de choix par acquaintance. Oui. On fait le choix par protection, par sécurité. Parce qu'un joueur, c'est comme une femme. Le joueur, il a besoin d'être en sécurité. Il a besoin d'être protégé parce qu'il a besoin de jouer la tête tranquille. Moi, je vous explique. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, moi, je suis allé regarder le match de Stade d'Abidjan et COK. Après le match, les joueurs se sont nettoyés dehors, sur le terrain de basket et d'handball, avec leurs copines à côté. Une devait mettre un pain comme ça, l'autre doit se nettoyer. Ça, c'est la honte, ça. Parce que du moment où la nudité est dehors, c'est une grande honte. Et c'est ce qu'on ne veut plus voir. Regardez, au Champrou, il y a 4 vestiaires. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'autre vestiaire pendant que l'autre doit venir jouer? C'est de tout cela qu'on parle. Ne parlons pas d'un individu. Ne parlons pas de l'union des footballeurs professionnels. Ne parlons pas de l'AFI. Mais parlons de nos jeunes frères qui ont besoin d'assistance. Alain, allez-y. Non, allez-y, Élisée, juste après. D'accord, ok. Moi, je voulais juste savoir, aujourd'hui, l'UFC, c'est vrai, vous venez d'être créé il n'y a pas longtemps. Vous revendiquez combien de membres? Oh, vous savez... Et puis pardon, le deuxième volet de la question, la génération dorée qu'on connaît avec Didier Drogba et tout le reste, et vous et autres, qui sont ceux aujourd'hui qui sont les têtes fortes au niveau de l'UFC? En dehors de ceux qu'on connaît déjà au niveau de l'AFI, qui sont ceux que vous avez cités tantôt. Déjà, il faut prendre des gens par compétence. Ok. Voilà. Parmi nous, il y a des gens qui ont fait des formations, il faut les prendre parce que c'est un travail qui est très sérieux et ça mobilise vraiment l'intelligence. Chez nous, il y a Didier Otokore qui est le vice-président. Le deuxième vice-président, c'est Baki Kone, qui a déjà exercé ici Koné. Il y a Kandia qui est avec nous. Ils sont quand même beaucoup. Et puis après, il y a le Gotha de tous les anciens joueurs qu'on va prendre en freelance, les former et aller partout pour inculquer notre savoir, notre esprit à nos jeunes frères pour que nous puissions avancer. Alors très rapidement, je voulais poser une question. La FIF a répondu à travers un communiqué à l'annonce de la création de cette association et menace ses membres de sanctions. En tout cas, leur interdit de collaborer avec cette nouvelle association. Qu'est-ce que vous inspire cette posture de la FIF? Je suis un peu désolé par ce courrier, mais déjà, comme je l'ai dit, je n'ai fait aucun courrier à la FIF pour revendiquer quoi que ce soit, mais j'ai été cité dans ce courrier. Et donc, je veux dire que la FIF n'a pas le droit d'interdire déjà à une association de pouvoir exercer. La FIF, elle représente les présidents des clubs. Les joueurs sont représentés par la FIF Pro. Donc, du coup, les joueurs ont le droit d'aller exercer dans n'importe quelle association. Et puis, jusqu'à venir menacer, je pense qu'on parlait tout à l'heure de cohésion et d'autres choses. Il n'y a pas de liberté à aller choisir une association. Très bien. Donc, alors, j'ai une information que je reçois à propos du Champrou. Là, on me signale que la situation des vestiaires est également liée à la préparation pour la CAN. Donc, il n'y a que 3 vestiaires parce que, dit-on, la CAN les autres vestiaires sont en préparation. C'est ça aussi l'information, parce que le stade Robert Champrou de Makoré est en réhabilitation, parce qu'il va servir de stade. Donc, partout, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le championnat se joue au Champrou et au stade Bouddha de Gagnoa. Donc, vous savez, quand je dis je suis gêné par la tournure des événements et je parle toujours d'argent, on me dit non, il est fou. Moi, en Côte d'Ivoire, je suis l'un des journalistes qui parle de la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion, sur tous les plateaux, pour qu'il y ait un contrôle. Nous savons le Mati, Kevin, nos jeunes footballeurs. Mais ce qui me gêne, il fait un post Facebook de la DNCG. Il dit, mais les jeunes footballeurs, les capitaines, de la SEC, de la SOA, réveillez-vous. Parce que ce sont les anciens joueurs, les retraités qui veulent... Vous gouvernez. Vous gouvernez. Il faut qu'ils s'élèvent pour mettre un peu de la page. On mettait l'opinion. Voilà ce qu'on va faire. Mais malheureusement, il y a le JT. Il faut qu'on aille au JT.
Merci d'avoir été sur notre plateau. Mais je pense qu'on aura, avec votre permission, selon votre agenda, on aura certainement d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Non, je serai là. Et d'inviter par la même occasion les responsables de la Fédération ivoirienne de football pour qu'ils aient également le droit de dire comment eux voient cette situation-là. Mais en tout cas, vous êtes le président, je vous rappelle, de l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été sur notre plateau, Marc. Annoncez, appelle-moi président. Merci Marc. Richard Dacoury sera en notre compagnie, il est conseiller de Charles Blé-Goudé. À tout de suite. L'équipe du Grand Talk est de retour pour la troisième et dernière partie de notre rendez-vous. Notre invité, il nous a rejoint sur le plateau, c'est Richard Dacoury. Vous êtes conseiller de Charles Blé-Goudé. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. On est content de vous recevoir sur ce plateau. Il faut préciser, c'est un conseiller spécial. Conseiller spécial, attention. On ne va pas dire juste conseiller parce qu'il y a des conseillers, mais lui, c'est le conseiller spécial. Voilà. Richard Dacoury, vous êtes conseiller spécial de Charles Blé-Goudé. Vous rentrez d'exil après, on va dire, plus de 10 ans. Oui. Comment vous retrouvez le pays? Je suis très heureux de retrouver mon pays. Mais je voudrais d'abord faire une petite citation d'un homme politique français du nom de François Bayrou qui disait que difficile est le chemin, mais le chemin n'est pas difficile. Difficile est le chemin, mais le chemin n'est pas difficile. Pas difficile. D'accord. Ça veut dire quoi pour vous? Comment ça veut dire quoi pour vous? Pour nous, ça veut dire que tout chemin, quand on veut atteindre une vision, un objectif, le chemin est difficile parce qu'il y a des adversités. Mais il faut espérer. Si on a des qualités, on a de la valeur, et qu'on décide avec notre conviction d'y arriver, on peut y arriver, malgré les difficultés. Est-ce que quelqu'un comme moi a remarqué une certaine ressemblance avec Charles Blé-Goudé? Oui. Tout le monde l'a remarqué. Oui, c'est dans le ton de la voix. C'est ça. Oui, mais c'est bon. Alors, pour revenir au pays, pour revenir au pays, je suis très heureux d'être là et très content parce que ça fait longtemps. Et ça m'a permis de manger un bon foutou. Et là, ça va beaucoup manquer. Qu'est-ce que l'exil vous a appris? L'exil, comme je le disais, en exil, ce n'est pas facile. Ça a été très difficile. Nous avons vécu des moments d'incertitude. C'était difficile pour nous. On a souffert. Mais en même temps, l'exil aussi, ça a été une grande école. Ça nous a permis de faire l'inventaire de nos activités, de nos actions, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous avez fait de bien ou de moins bien? Non. Quand vous entreprenez, vous faites le bilan. En entreprise comme dans le monde politique, vous faites un bilan. Si vous ne faites pas de bilan, eh bien, vous allez patauger dans les champs d'erreur. Donc, il faut faire le bilan. Et à partir de ça, vous vous ressourcez pour rebondir, pour revenir. Donc voilà, l'exil nous a beaucoup servi. Ça nous a permis aussi de connaître d'autres pays, d'apprendre d'autres langues et de comprendre le monde. Ça, c'est très important. Mais je pense que le plus gros challenge quand on revient d'exil, peut-être, c'est se réinsérer. Quand on sait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions durant les années pendant lesquelles on a été absent, on parle quand même de 11 années. Oui, plus de 10 ans au total. Donc, comment est-ce que ça se fait, cette réinsertion? Comment est-ce qu'on arrive à se familiariser encore avec même l'environnement politique et avec tout ce qui s'ensuit? Alors, c'est évidemment trop tôt de le dire parce que je viens d'arriver. Et donc, donnez-moi un peu de temps pour voir si je peux me réinsérer ou pas. Ah, vous ne savez même pas si vous pouvez vous réinsérer ou pas? Mais il faut que je prenne la chose à la température. La température je d'abord. rappelle que ça fait qu'un an que vous êtes là quasiment. Pardon? Ça fait qu'un an que vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais non. Même pas? Non, je viens d'arriver là. Ah, vous venez d'arriver? C'est tout fraîchement. C'est tout frais. Très bien, j'ai eu l'impression de vous avoir vu hier. C'est mon frère jumeau. Je voulais demander, pendant toutes ces années d'exil, qu'est-ce qui vous a maintenu, comment vous avez maintenu l'espoir en fait? Est-ce que vous étiez certain de pouvoir revenir un jour dans votre pays? Qu'est-ce qui vous a maintenu dans cette attente, dans cet espoir? Vous savez, tous nos dirigeants, nos hommes politiques sont, pour certains, musulmans, pour d'autres, chrétiens. Et dans les livres saints, on nous enseigne la paix. Dans nos traditions aussi, on parle de paix et de réconciliation. Donc, si nos hommes politiques recherchent cette réconciliation verticale, alors que pour que cette réconciliation verticale soit acceptée de Dieu, il faut que l'horizontalité de nos relations soit effective. Et donc, j'y croyais. Je me dis, c'est des chrétiens,
C'est des musulmans, ils adorent Dieu, ils aiment Dieu, et donc la paix ne peut pas se dissocier de leur esprit. Donc fondamentalement, je me dis tôt ou tard, on va rentrer au pays. Seulement, il faut que la situation se normalise et qu'il y ait une volonté politique et que le chef de l'État donne le la de la réconciliation et pour que nous tous nous puissions embarquer dans ce navire. Daouda? Merci, M. Dakouri. Tout à l'heure, vous parliez d'avoir fait l'inventaire de votre vie personnelle, de votre vie politique et de tout ça. Aujourd'hui, après avoir fait l'inventaire de tout ça, quels sont aujourd'hui vos rapports avec le PPACI, le FPI et les autres partis politiques de la place? Ben, je n'ai pas de rapport particulier. Moi, je parle du COGEP, précisément. Du COGEP. Ben, le COGEP a de bons rapports avec tous les partis politiques. Le COGEP n'est pas en conflit avec les partis politiques. Voilà. Peut-être que vous verrez sur les réseaux sociaux des personnes s'empoigner, mais en réalité, il n'y a aucun problème entre le COGEP et les autres partis politiques. C'est tout. Mais dernièrement, M. Katina et Damana Pikas avaient dit qu'aujourd'hui, ils considéraient votre président, Blé Goudé, en griffe d'ennemi ou d'adversaire. Quel commentaire vous faites de cela? Ben, ils l'ont dit, c'est officiel, mais nous, pour nous, nous n'avons pas d'adversaire. Le président du COGEP, Charles Blé Goudé, n'a pas d'adversaire. L'adversaire du président, c'est la guerre, c'est la haine. Et donc, il vient pour construire ou participer à la construction de la paix. Voilà les ambitions de Charles Blé Goudé. Donc, ceux qui veulent combattre Charles Blé Goudé sont libres, c'est leur droit. Mais lui, il préfère se battre pour la réconciliation. Maintenant, le combat politique, les débats politiques, ça va arriver. Parce que la beauté de la démocratie, c'est la contradiction. Or, il y a certains qui parlent de démocratie, mais qui n'aiment pas se voir contredire, qui n'aiment pas la contradiction. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais donc, voilà. J'ai une question pour vous. Ok, d'accord. Moi, je vais tout de suite aller avec l'actualité. Depuis la semaine dernière, Charles Blé Goudé a l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire et même une date nous a été annoncée, probablement le 26 novembre. Ma première question, dans quel état d'esprit Charles Blé Goudé a reçu cette information? On aimerait bien savoir. Et aujourd'hui, quels sont les préparatifs? Comment ça se prépare cette arrivée? Ben, je pense, enfin, il a été très heureux. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci au chef de l'État, qui n'a posé aucune condition. Il n'a posé aucune condition et tout s'est très bien passé. Donc, il a été très heureux. Il m'a appelé, on a échangé et j'étais aussi très heureux pour lui. Parce qu'il faut qu'il rentre, il faut qu'il vienne chez lui pour participer aussi au processus de réconciliation. Donc voilà, c'était une joie immense. Comment ça se prépare, son retour? Déjà, est-ce qu'on a un plan de festivité? Bon, il y a un comité qui est mis en place, mais je suis en temps opportun, voilà. On aura les tenants et les aboutissants de ces préparatifs. Vous dites que Charles Blé Goudé veut se faire, en tout cas veut être un acteur de la réconciliation et de la paix dans son pays. À son retour, concrètement, comment cela va-t-il se matérialiser pour les Ivoiriens? Quelles actions compte-t-il mener pour être véritablement cet acteur de la réconciliation nationale? Dans l'action de la réconciliation, il y a quand même une traçabilité politique pour Charles Blé Goudé. Et vous vous souvenez très bien de la caravane de la paix. Donc ce n'est pas un fait nouveau pour lui. Ce n'est pas un fait nouveau pour lui. En 2006, lorsqu'il y a eu des événements douloureux, à l'occasion du recensement, à l'époque, c'était le feu Premier ministre Charles Konabani qui avait invité les Ivoiriens à se faire enrôler. Et ça en est suivi des événements malheureux. Alors, Charles Blé Goudé a réfléchi avec ses amis, avec nous, pour mettre en place une stratégie. Et cette stratégie, c'est laquelle? C'est de faire en sorte que notre pays retrouve la paix. Parce qu'une guerre civile, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et on a été combattus. Ils ont même dit, oh, mais Blé, c'est un plaisantin. Il a trop peur, c'est un plaisantin. Il faut qu'on applique la règle de la réciprocité. Et certains de nous, comme on le disait. Mais il a dit, ah non. La paix arrange la Côte d'Ivoire. Et la paix nous arrange. Et c'est comme ça qu'il a invité les jeunes de l'opposition à l'époque, Kakabe qui était représentant de la jeunesse du PDCI, Karamoko Yao pour le compte du RDR et Stéphane Kipré pour le compte du MFA. Et nous sommes retrouvés au café de Versailles chez Alpha Blondy.
Et après la signature de cette paix-là, le calme est revenu. Je me souviens, on est allé même à Bobo pour essayer de voir la température. Et il y a une femme du lac qui a dit à Ablé, « Eh, Aniché, eh, Allah. » Et elle était véritablement contente. Donc, ça montre que les Ivoiriens ont véritablement besoin de paix. Mais vous parlez justement de la paix. On a assisté quand même à une forme de séparation entre le père et le fils. Que pensez-vous qui va se passer au retour de Blé Goudé? Une forme de réconciliation entre le père et le fils? Le père Gbagbo et le fils Blé Goudé. Cette séparation a-t-elle été matérialisée? On a assisté, comme je le dis. C'est-à-dire, quand on parle de séparation, c'est qu'il y a eu un mariage, il y a l'acte de mariage, et puis il y a l'acte de divorce. Vous jouez sur les mots, Charles. On ne va pas se voiler la face. Richard Dacoury, il n'y a aucune séparation entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune séparation. Tout va bien. Alors, Richard Dacoury, effectivement, merci à Ariana de passer la balle. L'opinion a beaucoup suppité autour de maltraitance que Charles Blé Goudé aurait fait subir au président Gbagbo. Est-ce que à l'AE, bien sûr, durant leur détention. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la nature de leur relation et la réalité de ces allégations? Ça me surprend. Et c'est vrai. Et ça peut tous les réseaux sociaux. Mais en fait, ils sont dans une démarche. Voilà ce que nous tous nous pensons. Enfin, les patriotes à l'époque. Quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Charles Blé Goudé. Et quand on va raconter les événements, c'est ce qu'ils disent. Si Gbagbo n'est pas là, c'est Charles Blé Goudé. Donc, ceux qui ont des ambitions, et aussi, ils le savent. Donc, qui est-ce qu'il faut descendre? Et comme ils ne sont pas capables de l'affronter, il faut alors utiliser le président Laurent Gbagbo pour l'opposer à Charles Blé Goudé. Et dire que vous voyez, parce qu'il y a des hommes politiques ici en Côte d'Ivoire qui avaient de la cote. Je parle de Mamadou Koulibaly. Bien sûr. Mais à la fin, pour finir, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a perdu de la cote. Il y a d'autres, bon, je passe ces deux hommes pour ne pas soulever certaines polémiques. Mais donc, Charles est l'adversaire politique qu'il faut détruire. Mais ce qu'ils oublient, c'est un stratège. Il est très intelligent et il est sage. Et il est bien entouré. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Donc, il faut faire en sorte qu'on dise que Charles Blé Goudé est en contradiction avec le président Laurent Gbagbo et qu'il veut tuer le président Laurent Gbagbo et par conséquent, il a trahi le président Laurent Gbagbo. Donc, en un mot, c'est raconté, c'est enfin, vous savez ce qui les fatigue? Ils ont tellement lu Machiavel. C'est Machiavel qui les fatigue. Donc, je vais finir. Je vais finir. Ils ont tellement lu Machiavel qu'ils pensent qu'il faut être dans cette posture pour déstabiliser Charles Blé Goudé. Non. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont aucun problème. La preuve. Ça tombe très bien. On va vous emboîter le Juste un petit mot, je termine. Pendant le procès, vous avez vu, Charles Blé Goudé s'est transformé en avocat du président Laurent Gbagbo. Il abandonne son propre cas et il devient l'avocat du président Laurent Gbagbo. Et il dit même, le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. Vous devez le libérer même. Moi, si vous voulez me condamner, condamnez-moi. Mais le président Laurent Gbagbo n'a rien fait. Vous avez vu Laurent Gbagbo lui taper l'épaule. Donc, il n'y a pas de problème. Et il ne peut pas avoir de problème. Charles Blé Goudé était le cuisinier de Laurent Gbagbo et il était le blanchisseur du président Laurent Gbagbo. Parce qu'à la CPI, on n'y entre pas avec de la nourriture. Même biscuit, ça n'entre pas à la CPI. Donc, la seule personne qui préparait pour le président Laurent Gbagbo, c'était Charles Blé Goudé. C'est lui qui repassait ses costumes. Et en même temps, c'est Charles Blé Goudé qui le défendait. Mais comme Charles Blé Goudé a eu de la cote du fait qu'il soit à la CPI, donc finalement, il faut trouver quelque chose pour le détruire, pour le défigurer politiquement. C'est pour ça que vous avez entendu les complots, traîtrises, mais ce n'est pas maintenant. Donc, quelque part, il y a des cadres du PPLCI qui ont comploté comme... Vous n'intervenez pas comme ça. Le conseiller spécial de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire de quand date la plus récente des conversations téléphoniques entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Sans trahir de secret, mais juste nous situer dans le temps et ça nous donnera peut-être une idée de la nature des relations ou des liens qu'ils sont censés entretenir encore. Vous savez, moi, je ne rentre pas dans ce débat du téléphone. Ils ont fait des années à la CPI
ils ont communiqué, ils continuent toujours de communiquer. Donc c'est un faux débat. Ce n'est pas un débat de téléphone. Je dis bien, c'est un combat d'héritiers-cueilleurs qui disent qu'ils n'ont pas le charisme de Charles Blé Goudé et qui disent qu'ils ont des ambitions présidentielles. Donc leur adversaire, c'est Charles Blé Goudé. Et comme ils ne peuvent pas l'affronter, ils vont utiliser alors l'image du président Laurent Gbagbo pour les opposer, pour le descendre. Parce que voilà la réalité. L'enjeu de cette question, c'est peut-être de savoir encore s'il y a une proximité, parce que les adversaires, comme vous les désignez, invoquent ou évoquent il n'y a pas de fumée sans feu. Cette distinction pour dire le fait que, entre les deux leaders politiques, il n'y avait plus de relations. Donc, je voulais juste savoir, parce qu'on a lu et entendu que vos amis se plaignaient de ce que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, une fois rentré en Côte d'Ivoire, n'ait pas maintenu de lien avec Charles Blé Goudé. Donc c'est quand même important pour évaluer la nature de leur relation. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé échangent. Très bien. Téléphoniquement. Très bien. Ça, je vous le confirme. OK. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord. C'est tout. Très bien. Ok. Moi, je voudrais revenir sur le retour de Charles Blé Goudé parce que c'est déjà acté. Il sera là le 26 Dieu voulant, comme on l'a appris. Quelles sont les premières actions que compte faire Charles Blé Goudé une fois en Côte d'Ivoire, vu qu'il veut s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation? Ben, comme il l'a dit, et je ne vais pas trahir un secret parce qu'il a dit qu'il a quelque chose à proposer qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc ça, je ne vais pas trahir ce secret-là. Il viendra lui-même et va lui poser la question. Très bien. Je suis très intéressé. Il a promis de passer à Live TV. Donc, je pense que, est-ce que s'il vient, parce que dernièrement, on a vu Mamadou Touré qui a fait une sortie hier chez nos confrères de l'Inter qui disait qu'il n'exclut pas une entrée de Blé Goudé au RHDP. Ah ben, je pense que vous l'avez lu. On a la réponse alors. C'est ça. Le sourire. D'accord. Non mais c'est bien, il faut qu'il réponde quand même. Non mais je pense que vous avez la réponse. Non mais c'est une réponse qui ne nous satisfait pas. Non, mais répondez-nous, Richard Dakori. Ah, le sourire, pourquoi est-ce que je ris? Parce qu'en fait, il est dans la ligne des tétralogues, en fait. Ceux qui disent que Blé a trahi, il a trahi, ils le disent. Et après, c'est pour dire oui et non, il va au RHDP, il va au restaurant. Mais ceux qui tiennent ces propos-là, si Blé veut aller au RHDP, chez nous, dans notre région, notre oui est oui et notre non est non. Vous comprenez? Donc s'il veut aller au RHDP, il ira directement. Mais il n'est pas question d'aller au RHDP. Ça, c'est clair. Donc ceux qui tiennent ce genre de propos, c'est les personnes qui vont au restaurant, mais ils vont manger dans la poubelle du restaurant. Et pourtant, il y a des caméras, on les voit. Mais décidément, hein, Blé Goudé et son groupe-là, vous avez de sacrés proverbes et les imageries, hein, franchement. Je voudrais demander rapidement, quel est le poids politique, malgré les années d'exil qu'a connu votre leader, et vous également, quel est le poids politique en ce moment du COJEP? Mais je pense que ce n'est pas à moi de faire cette analyse. C'est à vous, les journalistes. Vous êtes le conseiller spécial, vous connaissez votre parti. Vous vous asseyez, vous faites un peu l'état des lieux. Vous avez des chiffres, vous avez des données. Un petit peu le bilan. Non, je n'ai pas fait de bilan. Est-ce que c'est à reconstruire? Tout est à reconstruire. D'accord. Donc tout a été détruit? Mais bien sûr. Les fondamentaux de la démocratie ont été détruits. Tout est à reconstruire. Non, je parle de votre parti, votre organisation. Oui, mais notre parti est dans un état. Dans un environnement. Dans un environnement politique. Et donc la marche, elle est certes fatidique, mais on a de l'espoir. Donc ce que je peux dire, je ne vais pas faire tout sur le bilan du COJEP ici. Laisser le président Charles Blé Goudé rentrer et il va faire l'inventaire de la situation. Et puis après, lui-même, vous ferez le bilan. Il a la même intonation. Okay, on va dévancer un peu. C'est vrai que M. Charles Blé Goudé arrive le 26 novembre, comme je l'ai dit, Dieu voulant. Et on sera pratiquement à moins d'une année des élections municipales et régionales. Est-ce qu'au niveau du COJEP, déjà, à l'intérieur, ça suffit de prendre part à ces consultations populaires-là? Vous savez, chaque débat a sa tribune. Pour le moment, il n'est pas l'heure de soulever ces questions-là. Voilà. Le parti est très bien organisé. Il y a des instances. Quand le chef sera là, eh bien, ces questions seront débattues.
Mais puisqu'il y a des gens qui ont travaillé, même quand vous n'étiez pas là aujourd'hui, combien de militants, d'adhérents le COJEP a aujourd'hui en fait? Dernièrement, on a vu l'an 1 du PPAC qui fait des 131 000 membres. Le PDCI est passé, il parle de 1 million de membres. Vous, COJEP, vous avez combien de membres? Nous ne sommes pas dans la comptabilité. Et nous ne voulons pas faire de comptabilité. Nous voulons nous construire. Vous savez, on a fait notre petite case. On l'a cassée et on est en train de l'agrandir. Donc on va doucement. Mais nous adoptons la marche de la menthe religieuse. On s'inspire, on marche, on sait qu'on va y arriver, mais on préfère aller doucement. Donc on n'est pas euphorique. Okay. Voilà. Alors je ne vais pas arrêter votre marche, mais juste jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Richard Dacoury, vous avez quitté la Côte d'Ivoire à l'occasion d'événements dramatiques. À quel moment avez-vous quitté le pays? Première question. Et comment avez-vous, comme on dit, négocié les conditions de votre retour? Ça n'a pas été facile. Ben, je pense que j'ai quitté le pays après le rassemblement du 26 et 27 mars c'est ça. 2011. Et le 29, je suis allé un peu vers le Ghana, voilà, pour rencontrer certaines personnes. Et j'étais supposé revenir le jeudi 31. Paf! Tout a capoté. Donc je suis parti avec un pantalon, une chemise, mon passeport, c'était tout. Comment on vit, parce qu'aujourd'hui c'est vous qu'on reçoit, on a parlé longtemps de Charles Blé Goudé, mais l'homme, Richard Dacoury, comment on vit en exil? Dans quelles conditions on vit en exil? Dans quel état d'esprit on est? Pour que quand on revient dans son pays, on puisse avoir cette volonté-là que vous avez d'être un artisan de paix. Vous n'êtes pas revanchard, vous n'en voulez pas à ceux peut-être à cause de qui vous êtes parti. Comment ces choses se passent dans votre tête, de l'exil jusqu'au retour? L'exil, après le Ghana, j'ai été en Angleterre. Et on a fait la demande d'asile. Mais c'était difficile. Pression psychologique. Parce que, vous savez, les Anglais, chaque année, ils doivent rapatrier au moins 100 000 personnes. Donc, quels que soient les éléments, il y a des nationalités à qui on demande des éléments de preuve pour bénéficier du droit d'asile. Et pour d'autres, comme les Érythréens, quand ils viennent, il suffit de dire « je suis Érythréen », paf. Et donc, nous, les Ivoiriens, à Londres, on a beaucoup souffert. C'était difficile. Difficile. Et tu es dans une prison à ciel ouvert. Vous savez que l'Angleterre, c'est... pour y aller, c'est une île. Donc, tu ne peux pas t'échapper. Et tous les mercredis en 15, tu dois aller signer. Donc, quand tu pars signer, tu dis à ton voisin, bon, écoute, si je ne reviens plus, mes valises là, il faut les remettre à telle ou telle personne. Parce que quand tu pars, que tu finis de signer, et que ton nom est sur la liste, on va t'arrêter, on ferme les portes. Donc, il y a beaucoup qui ont été arrêtés. Et conduits en centre de détention. Et pourtant, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des bandits. Ils ont seulement demandé l'asile. Ils étaient menottés. C'était difficile. Vous parlez de l'Angleterre, un pays développé en plus. Je parle de l'Angleterre. Voilà. Vous savez, quand on parle de droits de l'homme, j'ai observé. J'ai fait, une observation panoptique. Je regardais et j'ai vu, mais on nous a menti. Parce qu'on ne parle de droits de l'homme, on nous parle de démocratie. Mais là-bas, quand vous voyez des plateaux télé, ils vont dans le même sens. Il n'y a aucune contradiction. C'est-à-dire qu'ils prennent l'actualité et ils allument la personne qu'il faut allumer. Mais pas de contradiction. Et ceux qui peuvent apporter la contradiction ne sont pas invités. J'ai dit, mais attends, on nous parle de la démocratie, c'est ça la démocratie? C'est difficile. Très bien. Et voilà. Alors, la seconde partie... J'ai une question pour Daouda, malheureusement que j'ai... Il n'a pas répondu à ma question sur le retour au pays. Quelles ont été les bases, la discussion avec le gouvernement? Bon, honnêtement, je n'ai mené aucune négociation. Non. J'ai pris mon billet,
je suis venu. Vous avez quand même informé quelqu'un, un contact ici? Non, rien du tout. J'ai dit, je viens. Quelqu'un vous a pas dit, vous a pas dit, Richard, tu es en train de partir, attention, tu peux te faire arrêter si tu arrives à Abidjan? Non, écoutez, je ne suis pas quand même un idiot. Je vois l'atmosphère. Le président de l'Angola est rentré. Les acteurs clés sont rentrés. Mais qui suis-je? Qui suis-je? D'accord, M. Dakouri, je pense que le 19 septembre dernier, on a fêté l'an 20 de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, quand on voit 3000 morts, tous ces chiffres macabres qui sont passés, est-ce que... Dans l'occurrence, vous avez dit les 20 ans. Les 20 ans, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez, et si c'était à refaire, vous allez le refaire? Écoutez, pour le moment, nous sommes dans une démarche de réconciliation. Et donc, on ne peut pas encore revenir sur de vieux débats. Moi, je ne veux pas en débattre. Parce que si on va dans ce sens-là, on risque vraiment de rentrer dans autre chose. Mais il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de morts. Il faut que les Ivoiriens apprennent à se réconcilier avec la complexité, au lieu de nous morfondre dans la simplicité de l'émotion. Réconcilions-nous. C'est vrai que c'est difficile. Mais comme Baou l'a dit, difficile est le chemin, mais le chemin n'est pas difficile. Donc, on n'est pas là pour faire des calculs macabres. L'Afrique du Sud a vécu pire que la Côte d'Ivoire. Le Rwanda aussi. Et pourtant, ils se sont réconciliés. Vous savez, la réconciliation et la paix, nous devons la sanctuariser. Nous devons sanctuariser la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est bon pour nos enfants. La politique, c'est l'espace où les intelligences viennent s'entrechoquer. C'est ça la politique. C'est-à-dire idée contre idée. C'est à ça qu'on nous a habitués. C'est ce qu'on a appris à l'école. Et c'est ce qu'on voit chez les Blancs. Donc nos aînés qui ont fait toutes leurs études chez les Blancs, quand ils viennent ici, ils doivent implémenter les valeurs de la démocratie. Vous savez, c'est ça. Et dans ces valeurs-là, il y a la liberté. La liberté est sacrée et elle doit être sacralisée. Richard Dakouri, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment qu'aujourd'hui, vous faites, permettez-moi l'expression, comme vous avez parlé du chemin, vous faites le chat aujourd'hui parce que vous avez besoin de rentrer en Côte d'Ivoire, vous avez besoin d'avoir une situation et qu'aujourd'hui, quand ça va être fait, demain, vous allez devenir peut-être des lions. Quelle garantie ces personnes-là ont que ces situations-là vous ont véritablement changé, vous ont donné une trajectoire différente? En clair, est-ce que vous n'êtes pas dans une posture? Non. La stratégie? Non. Vous savez, le penser, c'est de la sorcellerie. Parce que je suis ivoirien et j'ai le droit de rentrer dans mon pays et j'ai le droit de vivre. Donc je ne viens pas, je n'ai pas compromis mon entrée ici, ce n'est pas une compromission. C'est mon droit le plus absolu. Nous avons vécu des moments difficiles, c'est vrai, pour des questions de sécurité. Eh bien, nous tous n'avons plus la tangente. Mais aujourd'hui, comme la situation s'y prête, et le président de la République a donné le là de la réconciliation, alors il est important que nous tous, on s'engouffre dans ce processus-là. Mais dire que je suis là pour des questions d'ordre stratégique, ben non. Ben non. Surtout noter que le temps, l'exil, la situation, tout cela a fondamentalement changé quelque chose en vous. Je suis resté le même, mais j'ai beaucoup appris. Parce que j'ai été président de la Sorbonne, qui était un espace de libre expression, l'espace de la consommation de la parole. J'ai dit que c'est l'espace de l'intériorisation de la parole et de l'extériorisation de la parole. Donc là-bas, les débats, c'est notre fruit quotidien. Donc, je suis resté le même. Mais seulement, il y a beaucoup de choses à changer. Vous savez, restons dans la sagesse. Richard Dakouri, merci beaucoup. Vous comptez vous réinstaller définitivement en Côte d'Ivoire? Pardon? Vous comptez vous réinstaller définitivement en Côte d'Ivoire? C'est mon pays, c'est clair. Et je continue à faire la politique. Richard Dakouri, merci beaucoup. Vous êtes conseiller spécial de Charles Blé Goudé. Merci d'avoir été sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est moi invité. On vous retrouve certainement à d'autres occasions sur ce plateau-là pour apporter peut-être la contradiction, parce que c'est ça la démocratie. Oui, et on la vit sur Live TV. Merci Élisée, merci Daouda, Rayana, Alain Toussaint, Edith Broubleu, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je regarde la caméra de Slide pour vous dire que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.